Après avoir étudié un peu, je pense que je peux faire 35 000 € de chiffre d'affaires en 3 mois. Résultat des courses, je suis à moins de 2 000 € et j'avais conscience de ce que je voulais pas. C'était qu'on me dise « Bravo, t'es parti à 18h02 et c'est mieux que partir à 18h » ou de faire du boulot juste pour justifier un espèce de salaire pour qu'on me vire pas. Ça, je voulais pas. Et on a toujours su au fond de nous que le plus bel investissement c'était en nous. Il y a des moments où il faut que tu ailles te former, il faut que tu ailles apprendre, il faut que tu fasses des investissements dans les gens aussi, c'est croire dans les gens. L'entrepreneuriat, c'est pas juste être self-employed, c'est aussi donner la chance à d'autres personnes de performer. Une liberté qu'elle avait avec, une vie de famille qui était incroyable, des voyages, et je me suis vraiment reconnu et je me suis vraiment dit c'est le plan pour moi. En fait, j'ai envie de ne pas avoir l'impression de travailler un seul jour de ma vie. Salut tout le monde, bienvenue sur ce podcast, premier du genre. Je suis en présence de Quentin, de Mathieu, moi c'est Florent, ça fait maintenant 13 ans pour Quentin, plus de 10 ans pour Mathé et moi qu'on développe un business ensemble. Et le but de ce podcast, c'est qu'on passe déjà numéro 1 un super bon moment tous les trois. Mais on s'est dit pourquoi pas le partager avec vous tous. Et on va pouvoir échanger à travers plein d'expériences qu'on a pu avoir sur le business, l'entrepreneuriat, forcément, les voyages, la famille et le sport, la nutrition, c'est nos passions. Et on s'est dit, ça fait quelques semaines, pourquoi pas faire un podcast ensemble et pouvoir apporter vraiment de la valeur aux personnes qui nous suivent depuis plusieurs années déjà dans nos équipes respectives, mais aussi aux personnes qui pourraient être amenées à vouloir nous rejoindre ou entreprendre au sens large. Donc on va commencer par se présenter, je pense que c'est la première chose à faire, et donc je me tourne vers celui qui a mis en place tout ce qui nous a permis de nous développer sur les 10 dernières années. Quentin Ivoire, raconte-nous un petit peu du coup ton démarrage. Eh bien, donc ouais, je vais me présenter en... Allez, je pense qu'on va faire 2 minutes. C'est une première ensemble, premier podcast tous les trois. Et c'est vrai que l'idée, elle nous est venue en discutant un peu ensemble et en se disant, retraçons un petit peu nos 10 dernières années. Où est-ce que l'on en est, ce par quoi on est passé, où est-ce que l'on va. Et donc, pour ma part, j'ai démarré l'entrepreneuriat à l'âge de 22 ans. Vous allez voir, on a un parcours qui est sympa parce qu'on sort des mêmes études. J'étais en fin de master business management, spécialité entrepreneuriat à l'IAE. Donc si on a des personnes de Grenoble qui nous regardent, donc on était sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Je jouais au rugby au FC Grenoble. En espoir pro, j'ai eu la chance de baigner dans le sport de haut niveau à un moment donné où physiquement j'avais peut-être un peu de retard par rapport à d'autres joueurs, mais c'est vrai que c'était la passion qui me caractérisait, le travail, l'envie, les copains. J'ai osé, et donc de jouer à Grenoble, ça m'a ouvert des portes parce que par la suite j'ai eu la chance de pouvoir partir jouer en Australie, et en partant jouer en Australie, je me suis retrouvé à un moment donné de ma life, donc proche de mes 22 ans, où le salaire était un problème. J'avais envie de bien gagner ma vie, de me sentir libre, et ce n'était pas nécessairement le cas. Donc j'ai vécu de super moments, on en reviendra par la suite du podcast, mais pour moi l'Australie c'était un espèce de rêve. Avant l'Australie et avant le FC Grenoble, j'avais joué à Édimbourg, j'avais fait ma licence en business management, et c'est vrai que vivre autour du monde, rencontrer l'inconnu, ça faisait partie de moi. J'avais envie de grandir, de m'étendre à l'international. Et c'est un moment donné où je cherchais vraiment une opportunité de faire des compléments de revenus à côté du rugby, où j'ai rencontré donc la compagnie Herbalife par le biais d'un gars qui s'appelle Jared. Et je pense que la vie, elle est toujours faite de rencontres, et rien n'est vraiment des fois au hasard. J'ai rencontré un super gars qui m'a présenté une opportunité. Je connaissais... Alors j'avais mes bases au niveau de la nutrition, mais de là à en être un exemple, je n'étais pas nécessairement un exemple. Et j'ai compris que j'allais pouvoir faire carrière, grandir de zéro à l'infini, j'ai envie de dire, dans un milieu où j'allais pouvoir accompagner des personnes dans leur remise en forme. Et en fait, il y a fallu de cette invitation, de ce 4 août 2012, où j'étais prêt à écouter, à entendre, à rencontrer cette opportunité. Et puis j'ai fait de cette opportunité quelque chose de fantastique en équipe, et les gars ont fait partie forcément intégrante de notre succès. Et j'ai hâte d'entendre aussi leur présentation, parce que sur ce début de podcast, j'espère qu'en tout cas vous êtes curieux et prêts à aussi entendre nos différents parcours, parce que je pense que la force de l'équipe en tout cas c'est d'avoir eu ce mélange d'amitié, de
responsabilité, on a su être autonome, indépendant, mais d'avoir cet esprit d'équipe Et d'ambition. et de l'ambition, exactement. Donc aujourd'hui, c'est un superbe réseau autour du monde, c'est une opportunité à l'international et on va avoir plein de belles choses à vous raconter. En tout cas, un des gars qui a fait une différence incroyable et que je voulais vraiment avoir avec moi, et c'était peut-être l'une des premières personnes à qui j'en ai parlé en Australie. Je lui ai dit, écoute bro, j'ai vraiment une opportunité de dingue, faudrait que tu démarres avec moi, et il va vous raconter un petit peu la suite. Mais donc je vais vous présenter Matt, et Matt, raconte-nous un peu ta story. Avec plaisir. J'essayais de réfléchir et je me disais à quoi est-ce que ça doit ressembler ce podcast. Et en fait, moi, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, ce qui me plairait, c'est que ce soit l'extension de notre repas de midi. Et en fait, notre quotidien, c'est ça, c'est de vivre en équipe, de vivre en famille, de passer du bon temps, de créer du business. Mais on le fait de manière authentique, on le fait en s'éclatant. Et la seule règle que j'ajoute à ça, c'est de continuer notre conversation, que ce soit une extension de cette conversation, mais qu'on franchisse pas les limites qui nous emmèneraient en prison. Ouais. Ça, c'est... Il y a une autre limite, et quelque chose qui va être compliqué pour toi, Mathieu, c'est de pas trop appuyer sur la table. J'ai ma bague, non, j'avoue, mais je vais faire ça bien. Et quand le démarrage pour moi, il a été, si je retrace l'histoire, je suis un gars d'un petit village qui a toujours eu des valeurs familiales. J'ai toujours aimé être avec mes amis, j'ai toujours aimé on joue au rugby, j'ai toujours aimé ça, c'était ma vie. Mais aussi rapidement dans ma vie, je me souviens de plein d'exemples qu'on prendra sûrement au fur et à mesure, mais où je me disais, tu vois, la vie, de la manière dont elle a l'air de se dérouler et le plan sur lequel je suis parti, franchement, il risque de pas m'amener la satisfaction que je veux. Je risque de m'ennuyer assez rapidement, je risque de pas gagner ma vie assez rapidement, et je risque d'être limité dans les perspectives. On a eu, et je pense que ça c'est un des points communs qu'on a, et notamment avec toutes les personnes de l'équipe qui réussissent, c'est que tu te rends vite compte que le schéma que tu es en train de suivre, il va pas t'amener où tu veux. Et sauf que, à l'époque où je m'en suis rendu compte, j'avais pas d'argent, pas d'idées, pas d'options, pas de réseau non plus. Et donc quand Kant est revenu... non, ça a démarré quand Kant était en Australie, et moi j'étais en Angleterre à cette époque-là. On faisait les mêmes études, on était même coloc sur Grenoble avant, parce que Kant et moi on vient du même village. Et le premier appel, je vais pas rentrer dans les détails, mais je me souviens, c'était sur Skype. J'attendais qu'une chose, c'était qu'il me parle des bringues qu'il faisait en Australie. Moi, j'avais envie de lui raconter les bringues que je faisais en Angleterre. Mais il m'a parlé d'un business. C'était pas le moment pour moi. Il m'a fallu 1 an et demi pour dire, allez, ok, pourquoi pas. Et ça a démarré d'un angle un peu différent, c'est que ça a démarré de l'angle de la remise en forme. Parce que l'Angleterre m'avait fait du mal, j'avais besoin de me remettre en forme. Lisa, ma femme, elle me l'avait fait gentiment mais habilement comprendre. Et donc je suis rentré avec l'envie de me remettre en forme. On est rentré sur Grenoble. On a essayé un peu tout seul de notre côté. Puis au bout d'un moment, on a répondu favorablement à ton invitation, qui était de venir sur un fit camp, un fit club, une séance de fit challenge. Après, d'enchaîner par une évaluation bien-être. L'histoire, elle a démarré comme ça. Ce qu'on n'avait pas compris pendant 1 an et demi, on l'a compris quasi instantanément à ce moment-là, parce qu'on était exposé à une expérience, à de l'émotion. Et à partir de là, on a démarré. Le reste de l'histoire, il est fantastique. Ça a été la décision qui a altéré totalement le cours de nos vies. J'étais en fin d'études, à chaque fois que je pensais à mon futur, je stressais, je me disais que ça allait être un calvaire. Et quand j'ai trouvé l'opportunité, grâce à toi Kant, ça m'a permis de me dire, là j'ai une option. Là j'ai une option et il faut que je la prenne extrêmement sérieusement. Et je suis sûr que c'est un des points sur lesquels on reviendra, mais le démarrage était faible en coût, mais en décision il était lourd. Et quand on a décidé de démarrer, un de nos points communs, c'est qu'on n'y est pas allé à moitié. Et un des premiers gars, et si je continue juste en 1 seconde sur l'histoire, ce qui occupe notre journée, le principal de notre journée aujourd'hui, je dirais, c'est beaucoup de temps en famille, beaucoup de temps à vivre légèrement, c'est-à-dire prendre soin de nous, créer des relations, avoir des relations vraiment authentiques, et aussi de développer, et tout ça en harmonie. C'est ce qui me prend la majorité de mon temps, le projet 300 clubs, donc d'ouvrir 300 clubs de nutrition sur les prochaines années en France. Et on le fait tous, on est tous, on vous expliquera tous ce que c'est, mais voilà. Et un des premiers gars qui a répondu favorablement à l'invitation, et ces 2 gars-là, je les connais bien parce que c'était mes témoins de mariage. Et le deuxième gars, c'était Flo, donc Flo, qui n'est pas juste un présentateur, bien au contraire. Mais Flo, je me souviens encore de l'invitation que je lui ai fait. Il revenait des JO, il va le partager. Moi, je venais de démarrer, j'avais pas beaucoup de confiance, mais j'avais de l'envie. Je l'ai entendu dire, je pense que je vais arrêter le master,
parce que c'est pas pour moi. Je lui ai dit, bah, viens voir ce qu'on fait avec Kant, peut-être que ça peut te parler. Je l'ai dit avec moins de prestance, on va dire, mais ça a suffi pour le faire venir. Et la suite de l'histoire, c'est la Et sienne. comme on aime dire, tu peux jamais dire la mauvaise chose à la bonne personne. Et comme tu peux jamais dire la bonne chose à la mauvaise. Et pour le coup, moi, j'avais vraiment besoin d'une porte de secours. Parce que comme ils vous l'ont dit, on s'est rencontrés la première fois. C'était pas pour un business, c'était pour l'école. On était en master donc à Grenoble en management. Et clairement, moi, c'était un alibi. Les études, c'était un alibi pour rester chez papa-maman. Parce qu'en tant que sportif de haut niveau, donc j'ai fait les Jeux Olympiques en bobsleigh. Donc c'est comme dans Rasta Rocket. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore vu ce film, je vous conseille de le regarder ce soir avec vos enfants. Après la vidéo, quand même, Après la regardez vidéo. jusqu'au bout. Et du coup, j'étais aussi sprinter, athlète. Et clairement, moi, ma vie, c'était le sport. Et le fait d'être étudiant, ça te permet d'avoir des bourses. Ça permet de ne pas avoir à dépenser trop d'énergie la journée. Tu peux dormir. Tu peux rentrer le soir de l'entraînement, mettre dans le panier de linge sale tes affaires sales. Maman va s'en occuper. Bisous. Et derrière, tu mets les pieds sur la table parce que papa il a fait à manger. Et rebelote. Et t'es en forme pour ton entraînement, pour tes compétitions. T'as des bourses, t'as des aménagements scolaires. Enfin, c'est royal. Donc, j'ai me poussé jusqu'au master. La solution après, c'était aller chercher le doctorat. J'ai ouf, ça va être compliqué. Et donc, au retour des Jeux Olympiques, j'avais un stage de 6 mois à faire. Et clairement, c'était le coup près, quoi. Moi, je me dis, derrière un bureau, c'est impossible. Je peux pas. Je voyais tous mes potes sportifs qui avaient abandonné le sport de haut niveau parce que justement la vie avait pris le dessus avec le boulot, les trucs à rendre, et ben bref. Et tu les croises, ils disent non mais tu verras, Flo, ce sera pareil pour toi. Et j'ai dit mais non, il y a sûrement une autre solution quoi. Et dans les couloirs, je dis à un collègue ouais, non, je vais arrêter les cours. Et Mathieu qui m'invite à venir voir ce que Kant avait débuté quelques années auparavant. Et Quentin, pour le coup, je l'avais rencontré en soirée étudiante parce que Mathieu faisait une soirée où il y avait Quentin. Et à cette soirée, on s'était régalé. C'était au Vertigo à Grenoble. Des vodka Red Bull. Et Kant qui me dit ouais, je vais ouvrir mon premier club de nutrition en parlant de vodka Red Bull. C'était à l'époque, hein, rugbyman, vous imaginez. Et je dis ouais, je les prends sur Facebook, je vois que tu voyages, je vois que tu fais du sport, donc j'aime suivre ce qu'il fait, mais je comprends pas du tout qu'il y a un réel business derrière quoi. T'avais dormi chez moi et tu t'es fait Ah embarquer. oui, oui, j'avais garé la voiture sous le, vous savez là à Grenoble où il y a le marché bref, la voiture de papa qui était parti à la fourrière. Plus de portefeuille aussi parce que je m'étais fait, j'avais perdu ma veste je crois, donc c'était une bonne soirée hein, cette soirée là, tu vois. Et donc je me retrouve à te suivre et quand Mathieu me dit ouais je vais faire mon stage de fin d'études, de fin de master 2 avec Quentin, je dis il y a sûrement un truc que j'ai pas vu. Et vous le verrez et vous avez peut-être déjà compris, mais pour le coup Matt c'est un peu le cérébral de la bande. Nous on est les muscles et Mathieu c'est le cerveau quoi. quand même. Et quand Mathieu me dit ouais j'ai débuté mon stage avec Quentin, j'ai dit bon il y a forcément quelque chose d'intelligent dans ce business que j'ai pas vu. Si Mathieu y va, j'y vais. Donc j'ai eu full confiance directement parce que je savais que Mathieu il avait sûrement fait ses recherches. Je savais que Quentin il avait à part nous il avait rien de mauvais à nous vendre, juste le fait de partager quelque chose ensemble. Je dis ouais, tu sais quoi, on va construire tout ça. On va construire tout ça ensemble sur Grenoble. Et au final, assez rapidement, moi, c'est parti sur l'île de France parce que ma femme est agrégée de biologie, elle était prof de bio et donc elle a été mutée en île de France. Donc j'ai quitté Grenoble le premier, les copains. Mais bon, vous êtes restés super proches et vous m'avez beaucoup aidé là-haut. Et on pourra en revenir aussi sur les moments un petit peu plus challengeants de notre activité. Ça en était un, mais qui a été très formateur. Et je pense que pour débuter ce podcast, parce que maintenant que vous savez un peu plus qui on est, c'est vraiment d'aller voir un peu le déclic parce que ce qui nous regroupe aussi c'est avant même les réseaux parce qu'on a débuté moi 2014, 2012 Kant, 2013 pour Mathieu, il n'y avait pas encore les stories Instagram, TikTok, il n'y avait pas toutes ces choses là qui nous permettent de voir au quotidien des gens qui réussissent plus ou moins de façon réelle, mais voilà en tout cas on voit beaucoup de personnes réussir et donc je pense que pour toute la nouvelle génération qui a la vingtaine maintenant, ils savent qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. Nous, on n'avait pas vraiment, on ressentait qu'il y avait quelque chose. Moi, j'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de plus que ce qu'on me montrait. Donc, les études, gagner un salaire. C'est pour ça qu'on est parti dans l'entrepreneuriat, les études dans l'entrepreneuriat, mais il y avait quelque chose qui manquait, quoi. Et il y avait pas toutes les connexions qui pouvaient se faire. Et je pense que pour tous les jeunes de nos jours, ils le voient beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui réellement, ça peut pas être des stories qui vous ont donné le déclic. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic de dire il faut que j'aille dans l'entrepreneuriat, il faut que je me lance dans un business si je veux atteindre ma vie de rêve. Donc je sais pas lequel de vous deux veut se lancer en premier, mais voilà ma première question qui est pour vous. Je dirais déjà le mix de pas être capable de supporter les ordres de quelqu'un. je dirais ça pesait lourd dans la balance de pas me voir justement rendre des comptes et de le savoir dès un jeune âge. Et pourtant au rugby t'étais comment?
C'est différent ou pas? Parce qu'on allait bosser pour un projet commun, donc, et c'est un travail d'équipe. Donc d'ailleurs, je prends autant de plaisir à des fois être suiveur que d'être leader. Et c'est intéressant parce que tout ce que j'avais besoin, justement, en fait, ce qui m'a plu dans le projet d'entreprendre, c'est de voir qu'il y avait des exemples. Et l'une des forces, c'est d'avoir un exemple. De mon côté, le déclic, c'était de me dire, je pense avoir les compétences personnelles pour me fixer des objectifs, pour être régulier, pour être discipliné. Et en plus de ça, d'avoir des exemples de personnes qui l'ont fait avant moi, qui ont déjà de la réussite. Ce que j'aimais d'ailleurs dans le sport, et notamment dans le sport de haut niveau, c'est qu'il y avait de forts objectifs, il y avait une espèce de compétition, il fallait se donner à fond, il fallait se challenger, il y a un challenge avec soi-même, et je trouve que la définition de l'entrepreneuriat, c'est quand même résoudre des problèmes, et déjà avec soi-même, c'est de se battre avec toi-même. Et en fait, j'aimais ça. Je savais que je pouvais pas juste répondre à des tâches, il fallait que je réponde à une cause. Et est-ce que à un vrai moment, tu as eu peut-être un boulot qui t'a donné cette envie-là, ou c'était quelque chose qui est ancré, qui est plus profond que ça? Si on doit travailler, si on doit penser, du moins si je dois réfléchir à boulot ou petit travail, j'ai pas eu des centaines d'expériences. Les premières expériences que j'ai eues, c'est avec mon père, pour le coup. Mais on vient d'une famille agricole, on fait des fruits et légumes, donc maraîchers. Et j'ai fait les marchés avec mon grand-père dès l'âge de 13-14 ans. Quand mon grand-père est payé de l'URSSAF sur ton travail ou pas? Non, c'était... ça payait en haricots. Mais c'est vrai qu'avec ma soeur, on a grandi aussi un peu dans les terres, on a eu une belle éducation, et quand mon grand-père est décédé, mon père a repris les terres, et c'est vrai que mon père est quelqu'un de très organisé et un peu maniaque, et je me souviens de prendre mes premières brasses au boulot, ou pour marcher dans les rangs de salade, si tu marchais 10 cm à côté, tu te faisais vraiment engueuler. Pourtant tu étais loin des pouces, mais quand bien même. Et donc c'était la première fois, mais je fais les choses bien, c'est pas possible, laisse-moi tranquille quoi. Et ça, c'était mes premières expériences. Et puis quand tu viens d'Ampuis, tu travailles dans les vignes, ou tu travailles à la mairie sur des petits jobs d'été, c'est les premières fois où tu gagnes 400-500 euros. Puis je me souviens, après quand tu es majeur, tu vois pour la première fois 1000 euros. J'aimais le milieu d'ailleurs à la mairie d'Ampuis, parce que il me laissait quand même faire un petit peu ce que je voulais, et j'ai découvert, mais en fait je prends plaisir quand même à réaliser mes propres tâches, tu me donnes un petit peu, tu me fais confiance, et je vais être capable de faire mon travail, mais pas avoir non plus de trop quelqu'un derrière moi. Dans les vignes, mine de rien, c'est un travail où tu dois répondre, tu dois taper dedans, et je savais aussi que je n'avais pas réellement envie de faire quelque chose où j'allais avoir l'impression de travailler, et que ce soit dans les vignes notamment, ou dans planter des salades ou des patates, ou dans ramasser les haricots. Pour moi, c'était du travail, et je pense que de ces expériences-là, elles m'ont forgé à me dire, en fait, j'ai envie de ne pas travailler, de ne pas avoir l'impression de travailler un seul jour de ma vie. Et je partagerai peut-être cette anecdote-là, parce que en études, tu as différents stages, et je me souviendrai d'un des stages que j'ai eu à Lyon notamment, et j'ai eu l'exemple de la manager que je détesterais avoir. Et je me souviens du nom, du prénom, du visage. On te tient. On te tient. Et je me suis dit, comment c'est possible même d'être comme ça ? En réalité, si tu veux, on va se croiser dans les couloirs, on va être ensemble, on va vivre ensemble. Comment c'est possible de soi-même se rendre la vie difficile, et de rendre la vie difficile à d'autres personnes? Je me suis dit, ce n'est pas fait pour moi d'être dans des bureaux, réellement. Et donc, pareil, l'entrepreneuriat, c'est aussi faire quelque chose que tu te sens faire, que tu te sens, dans lequel tu te sens t'accomplir. Et pour moi, c'était la réunion de tout ça, quoi. Ouais. M'accomplir, me challenger, répondre à mes propres tâches, et donner la chance à d'autres personnes de performer, de ne pas rester juste seul. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément seul, c'est pas juste être self-employed, c'est aussi donner la chance à d'autres personnes de performer. Ça me fait, et avant d'entendre Mathieu, j'ai hâte d'avoir ton anecdote par rapport à ça. On était il y a quelques semaines à Budapest, on avait un gros séminaire, on avait Eric Worre, qui est un des mastodontes du développement personnel, marketing de réseau, qui a fait créer le livre GoPro, donc beaucoup de personnes le connaissent, et dans son livre GoPro, il parle du monde du travail, et il dit à un moment donné, tu as différentes façons d'être rémunéré, et dans le monde du travail, si tu veux grandir, à un moment donné, il faut que tu te transformes en politicien.
c'est que ça ne suffit plus tes compétences, c'est que si tu veux passer à l'étape d'après, il va falloir aussi savoir parler mal d'un tel pour que l'autre il puisse penser que machin, et puis là tu pourras prendre le poste. Et donc arrive au top que les gens qui peuvent être des bons politiciens, qui ont peut-être mis de côté leurs valeurs. Et donc les gens de valeur, les gens qui ont envie que ça soit par leur travail, par le mérite, eh ben, ils sont censés soit se taire et se mettre dans un placard, soit ils s'arrêtent et ils font de l'entrepreneuriat. Et donc les managers, les très hauts postes, bien souvent, bah, c'est pas forcément les personnes qui... des gens qui ont... je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est des personnes qui sont un peu plus politiciennes qui réussissent. Ouais, et puis... tu vois, dans ces positions-là, tu glisses. C'est-à-dire que personne démarre en se disant « Moi, je vais être un requin, je vais tous les bouffer, etc. Je vais être le politicien de la boîte, etc. » Mais la réalité, c'est que, en fait, tu te fais un peu piéger dedans parce que tu commences et puis tu comprends que ça marche un peu comme ça, etc. Et tu finis, tu te retournes et ça fait 5 ans, 10 ans que t'es là. Et en fait, tu te dis « Mais attends, c'est moi, le petit enfant que j'étais, en gros, qui a fait un truc comme ça ?» Et tu te reconnais pas forcément. Et je pense que, tu vois, en termes de déclic, il y en a plein. Mais le tout, c'est d'en saisir un. Tu vois, un où tu te dis, là-dessus, je veux pas lâcher. Moi, j'ai des... Tu veux pas lâcher ou c'est trop, c'est trop. Et ouais, les deux peuvent fonctionner. Mais en gros, moi, j'ai eu un démarrage de vie, on va dire, jusqu'à que ces questions, elles me viennent en tête, qui était globalement assez tranquille. J'étais pas trop stressé. Pareil, les premiers boulots que j'ai fait, j'étais dans les vignes. J'étais principalement dans les vignes, à la mairie d'Ampuis aussi. Big up à la mairie d'Ampuis, où ma mère a travaillé d'ailleurs. Et je me disais, bon, bah, ça me plaît pas trop, c'est pas ça que je veux faire, mais il va y avoir mieux. Et en fait, au fur et à mesure, je me souviens d'avoir des ressentis aussi quand j'étais petit. Il y en a un, il est bizarre, mais c'est pas du fake, c'est du vrai de vrai, je m'en souviens encore. Je me souviens à certains moments, au collège ou même à l'école quand j'étais petit, t'as dit que j'étais cérébral, je vais devoir l'assumer, mais je réfléchissais, je me disais, tu vois, le jeudi matin. Moi, je devais faire des pompes à ce moment-là. Ouais, sûrement, tu devais courir. Mais le jeudi matin, je me disais, tu sais, les gens, ils peuvent poser, ils ont les week-ends de libre, ils ont peut-être le mercredi s'il y a les enfants, peut-être que c'est lundi si tu bosses dans le commerce, ou alors le samedi, peu importe. Et je me disais, mais le jeudi matin, à part 5 semaines dans l'année où t'as des congés, il n'y a aucune manière d'y échapper le jeudi matin. Et j'étais arrivé à ce truc-là, à me dire, mais en gros, jusqu'à peut-être 60 ans, ou je ne sais quel est l'âge de la retraite, je vais me retrouver, et quoi qu'il arrive, là je peux déjà marquer sur le calendrier, faire une croix sur tous les jeudis matins en me disant, je sais où je serai. Je sais pas quel métier je ferai, mais je sais où je serai. Et ça, quand j'étais petit, je me disais, mais c'est un truc de fou. Et puis après, tu sais, la vie, le système de manière générale, il prend un peu le dessus. Et donc tu les oublies, ces sentiments. Et il y a beaucoup de gens qui les oublient, ces sentiments. Et ils s'en rendent compte que le jour où il y a un choc ou un truc extérieur qui vient. Mais moi, les premiers chocs, on va dire, que j'ai plein d'anecdotes, mais notamment mes stages. Et mes stages, j'avais toujours eu une approche de me dire, faut que je teste des trucs jusqu'à trouver ce qui me va bien. Donc le premier, j'avais fait, je pense que je devais avoir la même manager, j'avais fait un stage dans une boîte d'intérim. Et c'était 3 semaines, mais littéralement pour moi, mais j'avais l'impression d'y être resté des mois. La gonzesse, c'était pas un tigre, c'était une jobard. Elle les niaquait les gens, elle les mordait. Enfin, c'est une narvalo. C'était narvalo. Un truc de fou. Deuxième stage, donc je m'étais dit ça, je veux pas faire. Deuxième stage, j'avais fait la banque. Et la banque, c'était pas mal, mais déjà j'étais payé que dalle et ils me demandaient de me mettre en costard. Et je me souviens d'un truc, c'est que j'étais obligé de faire la boulangerie là-bas. Et j'avais pris du poids et j'avais qu'un seul costard. Et au bout des 2 mois de stage, le costard, il ressemblait plus à rien. Il ressemblait plus à rien. C'est pas le costard qui ressemblait plus à rien. Mauvaise cam. C'était de la mauvaise cam. Non mais attends. Cravate. Et non, et j'avais pas de cravate. Mais justement, et le mec il était super sympa, le directeur de la banque. Et un jour il m'avait dit, Mathieu, il faudrait mettre une ceinture, c'est un peu plus joli. Et il y a une part de moi qui était reconnaissant, je me disais, bon il est sympa, il me donne des conseils. Et l'autre part de moi qui me disait, mais attends, mais là j'en suis réduit à ce qu'un mec il me dise de mettre une ceinture parce que c'est bien. Et là, tu vois, ça faisait le chemin dans la tête. Et je crois que le coup près final, et c'est sûr même, parce que c'est ce qui a tout déclenché pour moi, c'est le dernier stage que j'ai fait. Je citerai pas l'entreprise, mais pour moi, donc je m'étais dit volontairement, Matt, il y a un truc dans lequel t'es nul, parce que j'avais jamais eu de rapport à l'argent, à part mes petits salaires que j'avais gagnés l'été, j'avais jamais eu de rapport à l'argent, mes parents ils m'avaient vachement préservé de ça, et je m'étais dit, il faut que je sois commercial. Donc j'avais choisi un stage où je vendais un produit,
mais je le détestais le produit. Même moi, je me disais, mais ce produit, mais c'est quoi? Mais sauf qu'il m'avait embauché. Et écoutez l'anecdote, parce que ça, c'est sensationnel pour moi. Ils me font l'entretien d'embauche, stage de 3 mois. Et à la fin, donc ça dure 2h30, 3h, je savais plus quoi dire, mais le mec, à la fin, il me dit, et tu penses pouvoir nous faire quoi comme chiffre d'affaires? J'étais commercial, donc forcément, ils attendaient ça de moi. Et... Et il m'avait montré les 2 produits qu'il y avait à vendre, et je me dis, franchement, j'ai aucune idée, ça je me le dis dans ma tête, mais si ce que je dis, ça claque pas un peu, ils vont jamais me prendre. Donc je leur dis, après avoir étudié un peu, je pense que je peux faire 35 000 € de chiffre d'affaires en 3 mois. Résultat des courses, au bout de 3 mois, je suis à moins de 2 000 €, dont, et je dois, Flo, tu le sais même pas, mais je dois le dire, dont 700 € de promesses d'achat. De Kant. Donc en fait sur les 2000 balles j'aurais rien fait et je leur en veux pas, c'est de ma faute, mais et à la fin, écoutez, après j'ai fini sur cette anecdote là, mais à la fin le gars il me prend en one and one parce qu'au début ils avaient étudié la possibilité de me garder après, tu sais, en travail d'été. Il m'avait dit non, on a besoin d'un commercial machin. Bon, à la fin du stage ils me prennent, c'était 6 mois de stage. Non, pas 6 mois, c'était 3 mois, pardon, c'est moi qui dis une bêtise. Et ils me disent, on va pas te garder. Jusque-là, d'accord. Mais je me souviens encore, ce stage-là, je faisais semblant. Tu sais, j'avais une liste, je détestais tellement, j'avais une liste de prospection, il fallait que j'appelle des restaurants. Et j'avais une liste de ceux que je savais me répondaient jamais. Et je devais finir à 6h pile. Enfin, à 6h, vous verrez pourquoi. Et une demi-heure avant, comme ça me faisait disjoncter, je prenais ma liste de ceux qui appelaient jamais, et on était dans un open space, enfin on était 3-4, et j'appelais ces gens-là, sachant qu'ils me répondraient jamais, et je faisais, il répond pas, il m'avait dit de rappeler à cette heure. Je faisais un peu de cinoche pour qu'ils m'entendent, et qu'ils me laissent un peu tranquille, sauf que les mecs ils sont pas fous. Mais regarde, l'entretien de fin de stage, le mec me dit 2 choses, et vraiment ça a été le truc qui m'a fait basculer. Le premier truc, il me dit, bon, tu sais, juste un truc pour tes prochains boulots. Tu vois, je te vois toujours partir à 18h pile. Tu sais, essaye de partir à 18h01, 18h02. C'est pas grand chose, mais ça donne une belle impression. Et là, une part de moi se dit, mais jamais je me réduirai à faire un truc comme ça. Plus jamais. Aucune idée de comment j'allais le faire, mais dans ma tête, c'est ça. Et la deuxième, et ça m'a mis mal sur tout l'été. Et c'est ce qui a fait que derrière, quand l'opportunité Herbalife s'est présentée, j'y étais ouvert. Le mec me regarde les yeux dans les yeux et il me dit, tu sais, le commerce, franchement, c'est pas fait pour toi. T'es pas un killer. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça, cet Américain. Moi, je suis un tigre. Non, mais moi, je suis un tigre du Bengale. Non, mais il me dit, t'es pas un killer. Et vraiment, ça m'a mis mal pendant tous les mois d'été. Et je me disais, mais en gros, t'es perdu pour la France, quoi. Mais j'avais toujours la chance d'avoir cette part de moi qui... je connaissais pas encore les possibilités parce que je venais pas d'environnement et de famille où on était exposé à ce que j'appelle la grande vie, tu vois. Mais j'avais conscience de ce que je voulais pas. Et ce que je voulais pas, c'était qu'on me dise bravo, t'es parti à 18h02 et c'est mieux que partir à 18h. Ou de devoir faire semblant d'appeler des gonzes ou de faire du boulot juste pour justifier un espèce de salaire pour qu'on me vire pas. Ça, je voulais pas. Maintenant, big problem, qu'est-ce qu'on fait? Et Flo, toi, si on te pose la question, ou pas d'ailleurs. Ça rejoint beaucoup ce que vous avez pu partager, hein, mais moi j'ai tout de suite fait. Je suis un petit peu matheux. Je suis pas le plus grand intellectuel de la bande, mais je suis un petit peu matheux, surtout quand il s'agit de belles choses et de voitures, par exemple. Et à Grenoble, on n'était pas au contact comme on l'est maintenant sur la côte d'Azur. Il y a des belles multiplats quand même. Des Scénic et des espaces Renault. Maintenant Grenoble c'est rempli de Dacia, tu vois, Dacia Quechua, c'est un peu le combo parfait à Grenoble. Bref. Et quand tu veux passer une belle voiture, tu regardes un peu combien ça coûte, et tu te dis mais ça avec un salaire, c'est pas possible. Puis ça, c'est pas possible. Et puis en fait, au fur et à mesure, il y a des choses qui s'accumulent. Et puis jusqu'au jour où tu découvres vraiment une opportunité qui te dit en fait non, t'as la possibilité avec ce plan là, et il y a des gens qui l'ont déjà fait, et vraiment ce qui a scellé les choses pour moi, comme je l'ai dit, j'ai débuté un peu les yeux fermés, j'ai juste fait confiance à mes potes, quoi. Et au bout d'une semaine, au club t'avais invité Jérôme Panchard de Suisse. Jérôme, c'est quelqu'un qui a débuté la même activité que nous en 90-92 avec sa femme Monique, et ils ont un super business du coup en
en Suisse. Il était venu à Grenoble voir un petit peu Quentin, ce qu'il était en train de construire avec son groupe. Et il donne tout son parcours. Et il nous explique un peu d'où il vient. Il était dans le football, assureur. Et puis au final, il a découvert Herbalife Nutrition et il s'est lancé à fond avec cette société. Et voici un peu ce qu'il avait maintenant. Et je me dis, mais c'est la première fois que j'entendais déjà quelqu'un qui partageait naturellement ses revenus. Des revenus bien plus grands que ce que j'entendais à l'école de commerce ou autre. Et une liberté qu'elle est avec. Une liberté qu'elle est avec, une vie de famille qui était incroyable, des voyages. Et je me suis vraiment reconnu et je me suis vraiment dit, c'est le plan pour moi. Et à partir du moment où tu as brûlé les bateaux, il n'y a plus de retour en arrière, quoi. Et tu te lances et tu y vas. Et justement, peut-être pour donner aussi un peu de contexte, parce qu'on était, comme vous le savez, on avait 23, 24, 25 ans, pas forcément d'enfants, on était étudiants, pas de crédit, on n'avait pas toutes ces choses-là. Et je sais que pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, maintenant peut-être ils sont dans un milieu traditionnel, ils ont la famille, ils se disent ouais, mais c'est bien beau, mais moi comment je peux faire? Est-ce que vous avez arrivé de tomber sur des personnes que vous avez pu former dans vos équipes? Qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui ont vraiment cette envie en eux, mais qui ont des fois un petit peu des craintes, des peurs? Je sais que ça peut être des freins et que nous on n'a pas forcément eu, mais est-ce que c'est vraiment des freins ou ça peut être aussi des motivations? Je peux, si tu veux, je peux démarrer là-dessus. Première chose à réaliser, et évidemment tu vas pas l'avoir dans une conversation comme ça, mais tu sais, un des trucs que j'ai compris, on va dire au fur et à mesure des années, c'est que tu vois, tout ça n'est qu'un jeu. Je parle pas de la vidéo, je parle pas de ce qu'on fait comme business, mais globalement, il y a un début, il y a une fin. Et beaucoup oublient qu'il y a une fin. Et qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a après. Et c'est pas du tout le sujet d'entrer dans le débat là, mais il faut réaliser que, en fait, quelque part, ce qu'il y a à perdre, tout le monde va le perdre, quoi qu'il arrive. Peu importe ton accumulation, peu importe tout ce que tu vis, tu vas le perdre à un moment donné. Tu contrôles pas la date, tu contrôles pas le moment. Donc, bien sûr que quand tu as des crédits, des obligations, ce qu'il y a, c'est que c'est volontaire, parce que c'est fait pour t'enchaîner un petit peu plus. Tu vois, au fur et à mesure que tu as des responsabilités, que tu t'es automise ou que la société t'a mis, tu te retrouves un peu coincé, de plus en plus. Et c'est ok, on peut se faire prendre au jeu, tout le monde s'est fait prendre au jeu probablement, mais quelle est l'alternative? Et en fait, bien sûr qu'on peut tous avoir une liste longue comme le bras de raisons, de pourquoi, etc. Et on les a tous, et tu les as à tout niveau de prospérité, on va dire. Même si tu t'en es sorti aux yeux de certains autres, aux yeux de certaines autres personnes, t'es un petit poisson. Donc en fait, la question à se poser, c'est quelle est l'alternative? Et si tu arrives à un moment où tu te dis, bah en fait, j'ai pas d'alternative, parce que si je continue ce que je fais aujourd'hui, je vais avoir le même résultat. Et ça, c'est aussi un truc qu'on voit souvent, mais on a la chance d'être dans le coaching, et même dans le coaching avec nos distributeurs, on va dire, les gens qui nous rejoignent, on a la chance de pouvoir avoir ces conversations avec eux. C'est-à-dire que tu peux avoir les conversations à la frontière du personnel et du professionnel, où les vraies questions se posent. C'est, quelle est mon alternative? Si je continue à faire ce que je fais, tu parlais de maths, c'est probable que je vais avoir les mêmes résultats. Si j'arrête et je trouve quelque chose d'autre, je vais avoir d'autres résultats. Et en fait, évidemment que quand tu as des responsabilités supplémentaires, la décision, elle paraît un petit peu plus lourde. Mais selon moi, et je pense que tu auras un autre angle aussi, mais si tu arrives à prendre un peu de recul, et des fois un peu de recul, c'est un déclic, des fois c'est une galère qui t'arrive, qui fait que tu es obligé de faire un état des lieux de la situation. Des fois c'est une rencontre, des fois c'est une présentation, des fois il y a quelque chose qui arrive qui vient te faire dire attends, 2 secondes. Le chemin que j'ai pris, déjà bien sûr que je me dis que je vais devoir assumer jusqu'au bout, mais non, tu vois, il y a beaucoup de constructions que tu as individuellement. Et évidemment, quand quelqu'un vient nous voir pour la première fois, on peut pas être aussi... On peut pas rentrer on va pas lui faire une séance de psychanalyse, c'est pas du tout l'idée. Surtout que t'as été voir Tony Robbins. Ouais, en plus. Mais malgré tout, il faut on est un peu l'intermédiaire qui permet à un moment donné, par notre exemple, par ce qu'on a fait, par ce qu'on a entendu, par qui on est, et en ayant démarré à la même position avec des soucis différents, avec des défis différents, mais on est un exemple que c'est possible. Et donc tout ce qu'on donne, c'est une autre vision, une possibilité de dire regarde, je sais que t'as pas l'impression, je sais que pour l'instant les œillères sont là, les yeux sont floutés, mais il y a une autre alternative et on peut la prendre. C'est pas une garantie de succès, c'est juste une garantie que la trajectoire elle change. Et à terme,
Une trajectoire qui change, elle t'amène des résultats différents. J'adore la réponse et en même temps, je pense que c'est un sujet où on pourrait compléter pendant 1 heure. Toutes les réponses sont vraies. Si on regarde les pourquoi de chacun, en réalité, on a tous des pourquoi multiples. Et quand on démarre un projet, tu démarres un projet, tu as de nouveaux objectifs, c'est avec un certain pourquoi en tête. Mais comme tu le dis, Matt, le pourquoi, des fois, il n'est pas que suffisant. C'est la confiance que tu vas avoir derrière tes options, derrière tes choix. Si je prends le cas d'entreprendre, d'avoir le choix de choisir une vie abondante, d'être dans la réussite, pour moi, quand je me suis lancé, c'était vraiment dans la réflexion de j'ai envie d'avoir un vrai changement, un changement radical, c'est-à-dire je choisis la réussite, j'adopte une nouvelle attitude, un nouveau comportement, c'est-à-dire que ce que je vais viser, ça va être la réussite. Alors comme tu dis Flo, à ce moment-là, pas de dette, pas de crédit, pas de responsabilité autre que prendre soin de moi et prendre soin des autres. Et quand je dis prendre soin de moi et prendre soin des autres, c'est que si tu es capable de soigner qui tu es, soigner ta relation avec ton produit, avec ton service, tu vas être capable de justement apporter les bonnes réponses sur le marché. Et de mon côté, c'était adopter cette identité de je vais avoir de la réussite, tu peux me suivre, tu peux me faire confiance. Et c'est aussi, ça va avec une espèce d'attitude de leadership, être à l'exemple. Et je le conseille au quotidien, c'est est-ce que tu te vois déjà y arriver ? Et aussi, quelle est ta relation ? Donc, quelle va être ta relation avec la réussite, mais quelle va être ta relation avec l'échec ? C'est-à-dire que tu démarres à 20 ans, 25 ans, 30 ans, responsabilité, pas de responsabilité, 35 ans, 40 ans, la vie, tu commences à te rapprocher de la fin du jeu, même si tu es encore en milieu de jeu, mais au fur et à mesure que ça avance, en réalité, qu'est-ce que tu souhaites vraiment ? Est-ce que tu as vraiment confiance dans là où tu souhaites aller ? Et ma relation avec l'échec, c'est je n'en aurai pas parce que de toute façon, je vais jouer all-in. Et jouer all-in, c'est je vais quoi qu'il arrive, m'occuper des autres. Et si tu t'occupes bien des autres, tu vas avoir de la réussite. Donc ma façon, et du moins ma réponse, j'essaie de chercher dans comment je vis au quotidien et dans les conseils que j'apporte, du moins avec les personnes qui entreprennent. D'ailleurs, on a vu tellement de personnes qui ont entrepris dans d'autres entreprises, dans d'autres milieux, dans d'autres industries. Les personnes qui ont de la réussite sont des personnes qui décident d'être all-in, avec un risque mesuré de, bien entendu, j'ai telle responsabilité, je dois payer tant par mois, je veux accorder du temps à ma famille, très bien, mais par contre, ce projet que je choisis, j'y vais à fond, j'ai confiance, j'ai une idée de la réussite, et en réalité, je n'ai pas peur de l'échec parce que je sais que je vais y aller à fond. Et je me permets un truc, je te relance dessus après, mais pas de risque, pas de gain. C'est aussi ce qu'il faut avoir en tête, pas de risque, pas de gain. Et la grosse erreur, et tu vois, je parlais de vie et de mort, donc sur l'échelle, j'étais très large. Mais en fait, il faut avoir la capacité aussi de se dire un jour après l'autre. Tu vois, plutôt que de me dire, mais là, j'ai les enfants, j'ai les responsabilités, j'ai machin. Bien sûr, évidemment, et ils vont pas se barrer. Enfin, je te souhaite grandement qu'ils vont pas se barrer, qu'ils ne se barrent pas. Mais un jour après l'autre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour aller dans la bonne direction ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça me fait penser, peut-être t'auras un truc à dire, mais on a eu, il y a 2 semaines, donc à Budapest notamment, distributeur numéro 1 Herbalife au monde, Trey et Mamie Aaron, c'est des gens qui viennent du Mississippi, et ils disaient une phrase qui paraît de bateau mais qui est tellement forte, c'est que le contraire de la réussite, c'est pas l'échec, c'est l'abandon. Et t'as parlé d'échec, de rapport à l'échec, de rapport à la réussite. Quand t'es sportif de haut niveau, les deux ils vont ensemble, quoi. C'est les deux faces d'une même pièce, donc ils sont indispensables. Le tout, c'est juste de pas t'arrêter. Et pour des personnes qui ont plus de responsabilités, un jour après l'autre, sans arrêter. Un jour après l'autre, sans arrêter. Surtout qu'on est dans un monde qui est rempli. Ils veulent tout le monde se bat pour notre attention. Et si tu te poses 2 minutes, et tu vas te mettre dans un sauna 10 minutes sans ton téléphone, et que tu te mets à réfléchir sur tout ce que tu fais dans la journée qui pourrait être récupéré pour un side business, pour mettre quelque chose. On parlait tout à l'heure de Le Bon Coin, de mettre des choses en vente sur Le Bon Coin. C'est un bon c'est quelque chose de très formateur, parce que sur Le Bon Coin, les mecs ils vont négocier, tu vois. Tu vas devoir trouver le bon prix, tu vas devoir regarder. C'est des trucs tout bêtes, mais qu'est-ce que tu peux faire demain
qui va te permettre d'aller dans une nouvelle direction. Et je voulais. Est-ce que tu as eu des touches? Ouais, C'est moi, j'ai vendu des chaussures que j'avais achetées trop ouais, petites. j'ai vendu mon home gym en l'espace de comme ça, tu vois. Allez, C'est fait. C'est fait. Mais Lundi, il l'a bradé. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Mes chaussures aussi, mais allez, on coupera ça. Tu parlais juste avant et c'était un autre point que je voulais aborder avec vous, les gars, c'est justement cette barrière à l'entrée. Tu dis pas de challenge, pas de paycheck, pas de reward. Je vais faire ma Mia Fry là. Reward. Mais pas de risque, pas de No gain. risk, no gain. Ouais. No risk, no story. Voilà, pas de risque. On peut faire un peu de franglais, ça. Allez, pas de risque, pas de gain. Et c'est vrai que nous, on a débuté nos business, ça nous a rien coûté de débuter notre business parce qu'on est distributeur indépendant Herbalife. Herbalife s'occupe d'absolument tout en termes de produits, logistique, livraison. J'ai pas besoin d'avoir de stock, j'ai pas besoin de. Tu vois, mon pack de distributeur m'a coûté 60 balles. Ça m'a donné accès à 95 pays dans le monde où je pouvais envoyer les produits et recevoir l'argent de mes challengers, quoi. Sans parler de tout ce qui est mis derrière pour nous permettre d'avoir des commissions, des royalties. C'est assez exceptionnel. Et quand tu vois le business model, tu te dis c'est incroyable ce qu'il est possible d'avoir sans mettre tout sur la table pour créer les usines, créer les produits, avoir tout le board scientifique. Enfin, c'est incroyable tout ce qui est. Et tu dis si on part du principe qu'il n'y a pas de risque, pas de gain, il y avait zéro risque à débuter. Mais il y en a forcément un. Et selon vous, quel a été pour vous le moment où vous avez dit ok, ça c'est ma barrière à l'entrée? C'est que demain tu veux ouvrir une concession Porsche, Audi ou j'en sais rien, il y a une barrière à l'entrée, tu peux pas l'ouvrir comme ça tout de suite. Je pense à ma première barrière, honnêtement, c'était les amis proches. Quand je dis les amis proches, pour moi c'était, je prends l'exemple de Matt qui est en face de moi, j'avais vraiment envie d'avoir mes amis proches qui me rejoignent. C'est-à-dire que ça allait être un test. Ce test, tu peux l'apprendre de la manière difficile. You learn the hard way. Moi, j'ai dû l'apprendre comme ça parce que, en réalité, sur la quasi-totalité des personnes très proches, de mes amis proches avec qui je voulais me lancer, ils ont dit non. Mais en fait, c'était pas une peur, c'était prendre ce risque-là d'être all-in dans la façon dont comment j'allais aborder les choses. Pour la petite anecdote, j'avais démarré en Australie, j'en avais parlé vraiment à l'intégralité d'entre eux. Mais 4 mois plus tard, quand je suis de retour, je suis habillé en costard. J'ai pas la cravate en mode banque, mais costard dans mon séjour à Ampuy chez mes parents. Et je crois qu'on est une 14-15. Et c'est vrai que je prends un rôle où voilà ce que l'on va faire et je parle en on parce que je crois dans on. Et à la fin, le gratin de Finois, il arrive quand? Et qu'est-ce qu'on boit? On va boire un canon. Ouais, c'est cool, on va boire un canon. Et dans ma tête, je m'étais dit, ok, d'ailleurs, pour ouvrir un club de nutrition, il faudrait qu'on ait une association. Si je veux qu'on ait une association, comme quand on était conscrit à l'âge de 18 ans, tu seras le trésorier, tu seras le vice-trésorier, secrétaire, vice-secrétaire. Donc, j'avais tout schématisé. Et en réalité, la barrière à l'entrée, c'est quand tu devras faire sans eux. Et en fin de compte, cette barrière à l'entrée, elle était énorme parce que si ça avait été aussi facile, je pense pas qu'on aurait construit par la suite la grandeur de ce que l'on a construit. Et je pense que ma barrière à l'entrée, c'était tu vas peut-être pas être suivi de suite par les personnes qui te sont chères, par tes amis proches, mais tu vas devoir te battre pour plus et tu vas rencontrer des personnes en réalité qui vont te surprendre. Donc ça a été à partir du moment où dans ta tête, quand tu as rencontré cette opportunité, tu as pensé directement à Matt, tu as pensé à des copains d'Ampuy, et le jour où ils t'ont dit non, c'est là où tu dis allez, là c'est le moment un peu où il faut que j'aille chercher ailleurs. C'est ça. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, quoi qu'il arrive, si tu veux faire du chiffre d'affaires, il faut penser à tes clients potentiels, il faut penser à tes collaborateurs, tes partenaires potentiels, comment tu vas pouvoir grandir ce réseau de distribution et ton chiffre. Et dans mon cas de figure, je pensais de suite qui vont être mes clients potentiels, qui vont être mes partenaires. Et en réalité, quand tu commences à avoir tes premiers noms, bien c'est là où tu es testé. Pour moi, la barrière à l'entrée, ça n'allait pas être comme certains, mais je n'ai pas forcément le temps, mais je n'ai pas suffisamment confiance en moi. C'était pas ça. Moi, mon game, c'était, j'ai des personnes, qu'est-ce qui va se passer après, une fois qu'on m'a dit non, comment je vais garder la relation? Et j'ai eu la chance, et j'en ai parlé sur l'un de mes derniers podcasts, d'avoir mes parents et ma mère notamment, qui a été un sacré soutien. Et si je fais la parallèle entre la barrière à l'entrée et le soutien à l'entrée. Et en fait, le soutien à l'entrée, c'était d'avoir quelqu'un qui
quoi qu'il arrive, était capable de juste me rassurer. One day at a time. Juste continue. Tu sais, et peut-être même que c'était pas nécessairement ce que ma mère me disait, mais c'est ce que je ressentais. Que let's go one day at a time. De toute façon, on va avancer, on va grandir. Et j'ai juste eu l'impression, en tout cas, en me lançant, que quoi qu'il arrive, tout était fait pour une raison. Tout allait se passer pour une raison. Et que ces petites barrières à l'entrée peut être vues au début comme une peur. Et au plus vite tu fonces dans le mur, tu casses la brique, au plus vite tu auras de la réussite. Et au plus vite tu peux battre tes peurs, au mieux c'est. Exact. C'est beau. Matt. Ouais, c'est trop important ça, parce que tu vois, la vulnérabilité, c'est pas un vilain mot, au contraire, mais de quand tu démarres. Et les gens, t'as tendance à les voir à leur chapitre 15 ou 20, peu importe, sans voir qu'ils sont passés par le chapitre 1 et 2. Et cette vulnérabilité, elle est clé. Pourquoi ? Parce que tout le monde passe par là. Tout le monde passe par les phases. Elles sont plus ou moins présentes, elles sont plus ou moins intenses. Ça va dépendre. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir des jours où je me dis franchement, j'ai envie d'arrêter. Ça m'est juste jamais venu dans la tête. Mais malgré tout, il y a des jours moins bien, il y a des jours qui vont mieux. Et de savoir que tout le monde passe par la phase où, un jour après l'autre, il faut y aller, ça veut bien dire quelque chose. C'est que la barrière à l'entrée, dans beaucoup d'entreprises classiques, elle va être sur le marché, sur ton développement logistique, tes relations avec tes clients, etc. Sur plein de choses. Nous, dans Herbalife, il n'y a pas tout ça. Il y a certaines choses, bien sûr, mais on n'a pas à gérer tous ces aspects-là. Mais la responsabilité, elle est toujours quelque part. Et donc, le prix à payer, c'est que, comme tu l'as dit, ça coûte que dalle de démarrer, eh ben, beaucoup le voient comme s'il n'y a pas de risque, j'ai démarré pour rien. Et en fait, nous, on a eu cette chance et peut-être cette combinaison de choses qui ont fait qu'on n'avait pas autre chose. Moi, j'avais pas non plus une envie d'être un entrepreneur incroyable. J'avais envie de profiter de ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui a envie de vivre légèrement, tranquillement, travailler quand il faut travailler. Mais je suis pas du genre à vouloir travailler toute ma vie comme un fou à longueur de journée. Et donc, quand j'ai vu Herbalife et que j'ai compris le plan de rémunération, mais je me suis dit, mais c'est ma voie de sortie. C'est ma voie de sortie du jeu. Et donc, j'en ai besoin et je ne peux pas le considérer comme une opportunité à 60 €. Je dois le considérer comme une opportunité au potentiel illimité. Et donc, je l'ai chéri d'une manière... J'ai estimé le coût que ça allait me coûter de ne pas réussir. Et il était trop grand à payer. Et en fait, quand je voyais la façon dont j'aurais vécu autrement, ce coût-là, il était trop grand à payer et moi, il m'allait pas. Et je ne pouvais pas me le permettre. Et donc quand tu te mets... Et tout le monde a ses leviers en fait. Tout le monde a ses triggers pour ça. Il y en a, ça va être sur... ils vont être motivés par leur peur, d'autres vont être motivés par l'inspiration. Chacun, et en fait on s'en fout. Tu as juste à prendre là où il y a de l'énergie, là où il y a de la force. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, t'y accrocher. Tu vois, un endroit, et ça c'est peut-être un conseil pour n'importe qui, là où tu sens de l'énergie, et l'énergie des fois c'est de la résistance, c'est beaucoup de peur. Tout ça, c'est des endroits où il y a de l'énergie qui est bloquée. Tu dois les utiliser. On le dit toujours, mais un endroit où au plus tu vas avoir de résistance, si tu débloques cette résistance, au plus il y a de force. Et ben, tu dois te l'appliquer. Ouais. Et je pense aussi la chance qu'on a eu, Matt, je sais qu'on a tous les trois, on est des parents, on est mariés, on a des vies de famille qui sont fantastiques et avec Matt, on a la particularité d'avoir, on a été témoin de mariage avec ma femme, avec Céline, on est témoin de mariage de Lisa et de Matt. Mathieu était notre maître de cérémonie à notre mariage. Franchement, c'était beau. Et avec Kant, d'ailleurs, on était témoin de Matt aussi à son mariage et le fait d'avoir nos femmes. Moi, depuis que j'ai 18 ans, je suis avec Céline à nos côtés. Pour moi, on va dire pas la barrière à l'entrée, mais ça a été
tu débutes un business, certes on n'arrête pas à investir, mais ça veut pas dire qu'il y a de l'argent qui rentre à foison au démarrage. Et on a toujours su au fond de nous que le plus important, le plus bel investissement, c'était en nous. Donc il y a des moments où il faut que tu ailles te former, il faut que tu ailles apprendre, il faut que tu fasses des investissements dans les gens aussi, c'est croire dans les gens. Donc il y a ce collègue-là qui veut lancer son business à telle ville, on prend un billet d'avion et on va essayer de l'aider, alors qu'il n'y a pas encore grand-chose qui se fait là-bas. Mais voilà, c'est mettre de la foi dans ce qu'on fait. Et quand tu n'as pas énormément de revenus, d'avoir Céline qui, avec son métier de prof, pouvait subvenir à tous nos besoins. Alors elle le voit pas comme ça, elle trouve que c'est juste normal. On avait ce projet ensemble, projet de vie ensemble, donc c'était ok. Mais quand t'es un mec et que tu dois aller meubler un appart et que c'est elle qui sort la CB à chaque fois, quand tu vas faire les courses et que c'est elle qui sort la CB, c'est pas forcément simple. Mais au fond, tu sais très bien que c'était pour lui donner une vie extra de l'ordinaire par la suite. Et donc je pouvais jamais assez la remercier pour avoir cru en moi. Et je pense que pour toi aussi, Matt, d'avoir Lisa aussi à tes côtés. Je sais que quand toi tu as la particularité d'avoir ta femme qui est aussi dans le business, de te rencontrer à travers le business, et je sais que pour nous d'avoir aussi cette stabilité à la maison, ça nous aide énormément et ça nous a permis aussi de grandir. Mais tu vois, c'est ça qui est exceptionnel. Lisa, elle prend souvent cet exemple-là et je la cite obligatoirement, mais je trouve que c'est extraordinaire. Quand tu démarres un boulot, tu sais, n'importe quel boulot, par exemple, tu décides d'être ingénieur, tu décides de bosser dans le marketing ou je ne sais quoi, tu le démarres parce que ta vie à ce moment-là, elle colle. C'est-à-dire que le temps que tu as, les responsabilités que tu as, les horaires, ça te va, tu démarres et ça te va. Le boulot, lui, tu as un contrat de travail avec ce boulot spécifique-là, donc tu as un engagement d'heures, tu as un engagement de production, etc., tout ce qu'il peut y avoir. Sauf que le temps passe, et le temps passe veut dire que ta vie, elle évolue. Donc ça va être peut-être de vouloir déménager, d'avoir des enfants, d'avoir de la famille, d'avoir d'autres envies, d'autres aspirations, de se développer intellectuellement aussi, bref, ta vie, elle change. Le boulot change pas. Et c'est là qu'il y a conflit et c'est là qu'il y a frustration. Et c'est là que beaucoup, et honnêtement, ça, c'est apparent, un truc de fou depuis 4-5 ans, je dirais, mais je pense, une personne sur 3 qui est en burn-out ou qui est en train d'en sortir. Et c'est pas juste des mots, c'est qu'il y a un conflit entre vie personnelle et vie professionnelle. Et la vie professionnelle, elle alimente plus les projets personnels, et donc ça crée une frustration monumentale, et ça crée un conflit que tu peux mettre un peu sous le tapis pendant un moment, mais qui au bout d'un moment est obligé de ressortir. Et nous, la chance qu'on a eue, et moi je vais prendre l'exemple avec Lisa, c'est que elle a été, sans le faire volontairement, une force motrice du truc. C'est-à-dire que elle était entre l'accompagnement bienveillant, c'est-à-dire qu'elle me faisait confiance pleinement, mais dans le même temps, avec un minimum d'exigence quand même. Elle m'avait fixé une espèce de deadline qui était de dire, parce que Lisa, moi j'avais mes parents qui me supportaient financièrement, mais c'était pas le cas de Lisa, donc on vivait sur son salaire à elle, dans un 35 mètres carrés à Grenoble, à l'île Verte, et elle m'avait fixé un espèce d'ultimatum, pas négatif, mais en me disant, écoute, dans 6 mois, il faut que tu puisses au moins payer ta part du loyer, quoi. Et moi, ça a été une chance énorme d'avoir ça. Parce que j'avais une espèce de pression positive qui était, je veux construire ma vie avec cette femme-là, et elle a des exigences, et je les comprends, parce qu'en même temps, tu dois faire de leap of faith, le saut dans le vide à un moment quand tu veux t'engager avec quelqu'un, et il faut assurer, il faut être un grand garçon. Et ça a été en partie le passage à l'âge adulte pour moi aussi, de me dire, Matt, ok, tes petites émotions de... je veux pas que mon patron, je veux pas de patron et je veux pas machin, ça c'est de l'émotionnel, mais à un moment ça doit se confronter aussi à la raison, et la raison c'est que je sois content ou pas, mon propriétaire il allait me demander l'argent du loyer, et en faisant les calculs ça marchait pas. En France c'est vrai, mais tu pu ne pas le payer. Mais j'ai pas de chance, j'ai pas cette mentalité. J'ai pas de chance, j'ai pas cette mentalité. Et donc, moi, ça m'a aidé à avoir aussi l'exigence pour moi. Donc, l'apport de quelqu'un extérieur, t'as parlé de ta mère, t'as parlé de Céline, ça a eu beaucoup une importance énorme. En le disant, en t'écoutant et en revenant sur ce que tu partageais avec ta maman, je pense d'avoir quand même quelqu'un qui croit en nous, ça a fait une belle différence, quoi. Et comment c'est pour toi d'avoir à la maison aussi donc Sins qui est belge, donc c'est incroyable comme ce business qui vous a permis de rencontrer flamande de surcroît. Ah ouais, c'est assez dingue. Et ouais, d'avoir
aussi à la maison, le fait qu'on soit, Lisa, elle a rejoint Mathieu dans le business, Céline m'a rejoint, ta femme aussi dans l'activité, d'avoir comment vous voyez les choses, ça peut être intéressant. Est-ce que vous imaginez avoir votre activité et votre femme qui fait peut-être quelque chose de totalement différent, ou pour vous c'était juste normal qu'elle vous rejoigne ou que vous fassiez les choses ensemble? Qu'est-ce que vous trouvez moi je trouve ça très beau aussi d'avoir ces projets ensemble et d'avancer dans le même pour d'autres ils vont se dire mais vous êtes tout le temps ensemble du coup. Comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Pas là, elles sont pas derrière les caméras. Ouais, je disais, on va quand même être écouté, donc faut pas trop raconter de conneries, mais comment je vois les choses? Après, je pense que Lisa l'aura lâché là. Ça fera 1 heure et quelques, je pense que c'est bon, ouais. Leave the conversation. Je dirais que faut être capable de nous supporter quand même. On a choisi de base de vivre cette fameuse grande vie, en plus on avait cette expression, on va me le chercher ce sac de rêve. Et en réalité, je me voyais juste, c'est difficile d'être admettons à 120 à l'heure et de courir à côté de quelqu'un qui est à 24, tu vois. C'est mission impossible. 24 ça va vite. Et 24 ça va quand même vite. Mais aussi. Deux vitesses différence, forcément au bout d'un moment ça va péter. Et quand on rebondit entre projet personnel, projet professionnel, la personne qui est à tes côtés a un espèce d'intérêt d'avoir les mêmes ambitions, peut-être d'autres moyens, mais d'avoir un train de vie où les pensées se retrouvent. Faut qu'il y ait match, quoi. Ouais. Et de mon côté, c'était pas possible que je sois allié d'une personne qui ne soit pas à 120 à l'heure, et en même temps avec mon caractère c'est plus pour moi, tu vois. Je pense que je suis quelqu'un où j'ai besoin d'être indépendant, j'ai besoin de m'accomplir, j'ai besoin de performer, ou du moins j'aime performer, mais j'ai aussi besoin de tendresse, j'ai aussi besoin d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, j'ai aussi besoin d'être challengé, et je pense que j'ai trouvé en Cynthia la personne qui était capable d'avoir toutes ces facettes-là. Et je pense que le succès, ou du moins l'abondance dans la vie, ça passe aussi par ta relation avec ton époux ou ton épouse. Et donc, dans mon cas de figure, je sais pas si c'est la chance, mais quand tu fais les choses bien, tu es mis sur le chemin des bonnes personnes. Et je l'ai rencontré quand même tôt dans ma carrière, mais on a mis un certain temps avant de se dire, mais en fait, why not? Et le moment post-Covid, où ça a été notre opportunité de choisir quel allait être notre futur, je sais qu'on était accordés à être vraiment alignés ensemble, indépendants quand même, parce que Cynthia développe un réseau très féminin, développe avec des filles qui sont en Belgique, tu le disais, qui sont d'ailleurs flamandes, donc une autre langue, mais c'est ce que j'aime. Je pense qu'il n'y a pas trop à se poser de questions. Si tu décides de bâtir quelque chose de grand, tu auras des barrières à l'entrée, mais tu auras aussi des soutiens à l'entrée. Et les personnes que tu vas côtoyer, ton environnement proche est peut-être ta plus grande opportunité, ou alors sera ton plus grand échec. Et on choisit justement l'opportunité. Peut-être je vais te reposer la question, Flo, parce que donc tu as un parcours de sportif de haut niveau, statut SHN, et donc tu es sorti des tu es sorti des JO. Quand tu as démarré, donc tu as joué l'attaque plus que la défense, mais en même temps tu avais une certaine réflexion, que ce soit mathématique, que ce soit comment tu vas te bâtir. De ton côté, comment tu as vu les choses, non seulement dans ton démarrage, mais à partir du moment où tu as commencé à avoir certains résultats, c'était quoi un petit peu le cheminement de ton aventure? Je crois, on parlait tout à l'heure du un pas après l'autre, et je suis du genre, que j'ai suivi, je suis rentré à fond dans le projet, et en fait il n'y avait pas d'autres options. On le disait tout à l'heure, c'est quand tu te rends compte que ça va être ça ou ça. C'était quand même assez simple pour moi de foncer, d'y aller. Je pense que j'ai pris aussi beaucoup de parallèles avec le sport de haut niveau, et on débute tous cette activité de la même façon, mais on est tous différents et on a tous des parcours de vie différentes, et c'est pas parce que j'ai fait les Jeux Olympiques que je suis en avance sur vous, parce que vous avez peut-être fait quelque chose que j'ai pas fait. On parlait tout à l'heure
de 3 jeunes qui à 23-24 ans débutent un business sans avoir de famille, ou enfin d'enfants, de crédit. Mais si tu as su construire une belle famille avec 2 enfants qui sont super bien éduqués et qui, tu vois, et d'avoir une vie équilibrée, c'est une super réussite. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour avoir cette vie-là? Peut-être tu as une belle baraque, t'aimes pas ton job mais il te permet d'avoir une bonne paye, tu as forcément mis des choses en place pour atteindre ce niveau-là. Et ben c'est énorme parce que ça, tu vas pouvoir le mettre dans ton activité entrepreneuriale et c'est juste des passerelles à faire. Et moi, j'ai tout de suite fait des passerelles. Je sais qu'on en rigole souvent, mais Quentin, il a atteint un super niveau dans Herbalife en l'espace de 3 ans et demi, 4 ans. Et une Olympiade, c'est 4 ans. 4 ans et pour moi j'ai toujours rêvé de faire les Jeux Olympiques depuis que je suis gamin, les JO, genre, mon pote Jean-Marc Costanzi, on était voilà, amis d'enfance, jeune papa d'ailleurs, amis d'enfance, nos parents étaient amis, on a fait tout ensemble et je me souviens de lui dire quand on était un peu à acheter des fausses lunettes Oakley au marché, chez les copains qui vendent les lunettes là, à la Tour Eiffel. Voilà. et je lui dis bah tiens, quand je serai au JO et je serai sponsor Oakley, je te filerai une paire, tu vois. Et vraiment je devais avoir même pas 10-12 ans, franchement c'était donc c'est ce rêve là, j'avais toujours eu et tu vois 4 ans et quand j'y étais au JO, on y était pour de la figuration parce qu'on savait qu'on n'avait pas fait de podium, on avait déjà donné notre vie pour y aller. Arrivé là-bas, on était juste content d'y être et on profitait. On a donné tout ce qu'on avait à donner sur la piste. Hein. Forcément, on n'a pas mis les choses à moitié. Mais ouais, je me dis être là-bas au JO et aller chercher une médaille d'or ou en tout cas ouais, aller chercher le podium. T'as 4 ans, il peut arriver tellement de pépins. Il peut arriver tellement de choses dans une vie de sportif sur 4 ans. Tu joues ta vie sur une compétition. Et il y en a beaucoup qui vont dire ça fait flipper. Moi, ça me faisait kiffer. Je veux dire, punaise, d'être ah ouais, tu joues ta carrière sur un moment, quoi. Et sur un pas, sur des sports comme le bobsleigh où je pousse 5 secondes. Donc j'ai 5 secondes d'effort. Tout est millimétré. Tu peux pas c'est au centième de seconde. En mars, j'ai fait les championnats du monde master. J'ai fait 2e sur 60 mètres, donc je suis vice-champion du monde master des 35 ans, et on finit dans le même temps, donc en 6,97, sauf que lui, il est à 4 millièmes plus vite que moi. Donc ça joue à rien, c'est le temps de réaction, tu vois, mais même pire que ça, ouais. même pas. Et dès que j'arrive dans Herbalife, je me dis, mais en fait, tout ce que j'ai pu faire dans le sport de haut niveau, toute cette envie et je vais le mettre là-dedans. Et c'est pas parce que je fais du sport que j'ai pu faire ces parallèles-là. Dans tout ce que tu as pu faire dans ta life, peu importe où tu en es, tu peux faire le point de tout ce qui t'a permis d'être, tout ce dont tu es fier, qui t'a permis d'être là où tu en es. Et tu dis, ok, voir avec la personne qui te présente le business, dis, okay, comment je peux faire? J'ai ces capacités-là, comment je peux faire? Et en fait, ça peut être n'importe quel business. Et tu peux passer des étapes beaucoup plus rapidement si tu utilises ces petits leviers, quoi. Magnifique. Et quand tu fais référence à 4 ans, est-ce que pour toi, justement, quelqu'un qui démarre dans un projet, c'est se focaliser sur, si tu penses déjà, mais si ça le fait pas au bout d'un an, peut-être que j'ai le plan de sortie ou quoi que ce soit, est-ce que tu te donnerais 4 ans? Est-ce que c'est un peu ta ligne de conduite ou pas nécessairement? Il faut plusieurs, et je pense Matt là on a parlé avec les 6 mois qu'elle t'avait donné, Lisa à peu près. Je sais que moi j'avais ma maman qui voulait voir rentrer l'argent aussi. Je sais que j'avais Céline qui quand même je pouvais pas la laisser payer. Ils sont vénales finalement ces femmes. Non mais je suis sûr qu'elle pensait même pas comme ça, mais c'est nous qui reprochons ça parce qu'on se sentait mal à l'aise, quoi. Tu vois, on dit en tant qu'homme on doit ramener, tu vois. Tu reprends la chasse, il faut ramener un sanglier, quoi, au moins. il faut ramener la bestiace, quoi. Sinon il y a personne qui mange, quoi. Et bref, et donc je pense que c'est important, mais en même temps, il faut être conscient que les choses vont pas venir du jour au lendemain. Demain, tu te lances dans un challenge de transformation physique, ça fait des années que tu n'as pas pris soin de toi, attends-toi pas que demain tu es le corps d'Apollon, quoi. Forcément, ça va mettre un peu de temps, mais c'est quelles habitudes je peux mettre en place maintenant qui m'amèneront dans un temps raisonnable les résultats que je souhaite. Et on en revient à ce déclic qui crée ce décalage et qui t'amène dans la bonne direction. Et la chance qu'on a, c'est qu'on est super bien entouré dans notre business et on a des exemples qui sont passés par là où on doit passer, qui avaient à peu près les mêmes types de profils que nous et qui y sont arrivés. Et donc du coup, on a cette croyance qui est beaucoup plus forte aussi. Et tu vois, tu as utilisé tout à l'heure un mot levier. Moi, je veux juste m'arrêter 2 secondes dessus. Mais pour illustrer ce que tu as dit, je sais qu'il y a des gens qui marchent avec des petites phrases. C'est le jour où tu plantes la graine, c'est pas le jour où tu manges le fruit. Et en fait, tu t'as parlé d'agriculture tout à l'heure, Kant. Moi aussi, ma famille, c'était des fermiers et des agriculteurs, des maraîchers. Et ça, c'est presque dans le patrimoine génétique. C'est intégré dans mon patrimoine génétique.
Il faut donner du temps au temps. Quand tu fais quelque chose, quand tu produis une action, la réaction, elle n'est pas forcément instantanée. Le retour, il n'est pas forcément instantané. Donc, il faut adopter ces schémas-là. Et nous, on a eu, et moi je sais que ça a eu un impact sur ma vie absolument monumental, d'écouter Jim Rohn. Donc Jim Rohn, philosophe d'affaires, et notamment pendant une trentaine d'années, c'était le philosophe d'affaires de Herbalife. Donc à chaque fois que vous voyez des vidéos de lui sur YouTube, sachez que c'était dans des séminaires Herbalife. Et Jim Rohn, il a amené, moi ça m'a aidé à câbler un peu mon cerveau. Tu vois, sur la compréhension. Alors on va pas faire les gens qui comprennent la vie totalement. Je pense que tu le comprends quelques secondes avant de mourir et c'est tout quoi. Et le tout c'est que de la découverte. Mais de câbler un peu ta compréhension de la vie et des schémas de la vie. Le schéma des saisons que tu plantes et que tu récoltes plus tard et qu'il y a des périodes creuses et il y a des périodes fastes et que c'est comme ça. Mais je pense que une des chances qu'on a eues qui est énorme, et j'aimerais avoir votre idée là-dessus, mais c'est comprendre les leviers. Tu vois, tu as parlé tout à l'heure du Bon Coin, de faire de la vente, achat-revente sur le Bon Coin. Et que ce soit très clair, le but ici, on vient vraiment d'une position bienveillante, on n'est pas là pour vendre Herbalife, on a la chance d'être arrivé à une position où, bien sûr qu'on veut recruter des nouveaux distributeurs, bien sûr qu'on veut grandir notre réseau de distribution, mais on n'a pas besoin au point de devoir se travestir pour le faire. On a la chance de pouvoir attirer et sélectionner un peu les profils avec qui on veut bosser. Mais pourquoi je dis tout ça, c'est parce que t'as juste avant on disait les leviers. Les leviers. Le Bon Coin, il n'y a rien de pas noble à essayer de vendre sur le Bon Coin. Mais j'ai vu comme j'ai galéré à vendre mes chaussures, en caricaturant un peu. Mais tu fais du combien aussi? Et je fais une pointure en plus assez classique, 44, mais là j'avais acheté du 43,5 parce que j'étais dans l'empressement, bref. Mais j'ai galéré pour perdre de l'argent en plus, parce que c'est pas comme si j'avais gagné de l'argent, là je les avais achetés, je les revends moins cher. Mais bref, même si tu te dis je vais faire un business comme ça, le levier, il y est pas. Il n'y a pas de levier, il n'y a pas un moment où tu vas pouvoir sortir de l'équation. Et moi, quand j'ai vu le plan marketing Herbalife, ça a coïncidé avec aussi assez rapidement certaines lectures. Et je sais que c'est bateau et certains peuvent en rigoler, mais père riche, père pauvre, moi ça m'a... d'un point de vue de l'argent, ça m'a fait découvrir un nouveau monde. Le cadran du cash flow, toutes ces choses-là ont été essentielles. Et quand j'ai entendu ça, j'ai compris qu'il me fallait un levier. J'ai compris qu'il fallait un moment décorréler mon temps de mon revenu au sens large. Le revenu, le temps que j'allais avoir disponible. Et ça, c'était extrêmement important. Et quand j'ai vu le plan de rémunération, j'ai compris que tout le monde démarrait du même point. Tu démarres de zéro client, zéro distributeur, mais tu as un moyen de ne pas être dépendant de ton action du jour pour tes revenus. Et donc, on parlait tout à l'heure, le jour où tu plantes la graine, où tu récoltes le fruit, enfin où tu manges le fruit, avec Herbalife, au début, bien sûr, tu manges ce que tu viens de planter, c'est-à-dire que tu développes ta clientèle, c'est ta principale source de revenus. Et puis au fur et à mesure, c'est pas le but de rentrer dans le détail ici, mais en développant ton réseau de distribution, eh ben, tes revenus, ils prennent une part plus importante de commissions, de royalties. Et donc ça te permet, dans des périodes belle de ta vie, c'est-à-dire peut-être d'avoir envie d'aller voyager, pour des fois c'est peut-être de prendre un peu plus de temps quand il y a les enfants, mais aussi dans des périodes un peu plus délicates, et moi j'en ai connu une il y a 3 ans maintenant. Ça te permet de pas avoir en tête le souci du quotidien et le souci qui arrive inévitablement, peu importe le niveau de revenu, peu importe la quantité de revenus, mais inévitablement si t'as pas de levier. C'est pour ça qu'on le dit souvent, et je pense que vous aurez des choses à dire là-dessus, mais que on gagne pas autant que si on avait vendu une start-up, je ne sais combien de dizaines de millions, même si on n'est vraiment pas à plaindre, mais l'harmonie qu'il y a entre notre niveau de revenu et tous les gains périphériques, c'est inouï. C'est inouï. Tu parlais de tes challenges, et je sais que nous avec Céline on a enchaîné 2 bébés en moins d'1 an, donc pour tous les parents ici, vous savez ce que ça peut faire, hein, d'en avoir déjà un puis d'en avoir 2, et bah imagine que quand tu ramènes la deuxième, le premier fête ses 1 an quelques jours plus tard. C'était pas évident, et le fait d'avoir cette activité, d'avoir ce niveau de revenu, d'avoir aussi l'expérience, d'avoir aussi pris un peu
de caboche, et ben tu vois les choses vraiment différemment et ça t'aide. Et voilà, si on n'avait pas eu tout ça, je peux comprendre des fois des couples qui se disent des mots qu'ils veulent pas se dire. Et donc ça aide au-delà des revenus. Je pense que ça aide aussi d'avoir cet équilibre de vie pour pouvoir justement construire des familles qui tiennent debout et dont on peut être tous fiers. Donc juste pour switcher un petit peu de sujet et encore, tu parlais de ces leviers et quand on dit revenu, on dit forcément création de valeur. Il n'y a que l'État français pour arriver J'y arrive. Voilà, En fait, c'est nous, on est à créer de la monnaie. Nous on la crée pas. J'ai pas une imprimante à la maison. On n'est pas très malin. On voilà. n'a pas lu assez de livres. Voilà, on je n'a crois. pas lu les bons. C'est pas le but de parler de tout ça ce soir. mais le but, nous, c'est de créer de la valeur. Et le plan de marché Herbalife, il est fait de façon à récompenser ceux qui créent le plus de valeur. Et du coup, quand, selon toi, pour tout entrepreneur qui se lance, est-ce que c'est quand tu as débuté dans ton activité, tu dis, ok, elle est où la valeur? Qu'est-ce que je vais créer? Est-ce que je vois qu'il y a du marché? Est-ce que je vois qu'il y a du potentiel? Est-ce que c'était parmi tes réflexions? J'identifiais qu'en tout cas, il y avait un besoin extérieur. Et dans les premiers besoins que j'identifiais, c'était mine de rien, les gens ont besoin d'être écoutés. Ont besoin d'être suivis. Dans notre registre, c'est la remise en forme, prendre soin de soi, avoir une meilleure nutrition, être plus performant, avoir plus d'énergie au quotidien. Imagine-toi aujourd'hui te sentir sans énergie. Et si tu es dans le cas de figure où tu manques d'énergie, que tu ne te sens pas réellement au top de ta forme, et tu dis, c'est la dernière empreinte, c'est la dernière image de toi que tu peux montrer à ton entourage, là maintenant. Est-ce que tu serais fier réellement? Et en fin de compte, je me suis dit que la première valeur que j'allais apporter sur le marché, ça allait être de l'écoute, ça allait être du partage, du temps. J'allais échanger mon temps contre, écoute, tu peux te sentir mieux et on peut prendre soin de ça. Et c'est marrant parce que tu sais, quand tu es jeune, je prends l'exemple 22 ans quand j'ai démarré, je pensais pas que le but ultime de ma vie, ça allait quand même de mener à bien une famille. Mais c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. C'est-à-dire que ma plus grande fierté, c'est la famille que l'on construit avec Cynthia. Et en réalité, la plus belle richesse, c'est de se sentir bien. Et en fin de compte, ce que je pense, c'est que maintenant, je connecte les points en arrière, c'est que j'ai toujours aimé que les gens se sentent bien. Et au final, je pense qu'avoir une activité en réussite, c'est que quand tu vends le produit, quand tu livres un service, est-ce que les gens se sentent heureux avec? Et je pense que notamment, c'est ça qui fait le levier derrière, c'est que nous, ça ne s'arrête pas à la fin de la transaction. Ça démarre une fois qu'il y a la transaction. Que tu démarres sur les produits, sur ton programme, que tu décides de te lancer avec nous, on est parti dans un chemin, dans une aventure ensemble. Et la vie est longue et en même temps elle peut être courte. Donc qu'est-ce que l'on va faire du temps qui nous est donné? Et ça, l'IA ne pourra pas nous le prendre. Exactement. Et notre plus grosse force aujourd'hui, en réalité, et dans l'équation est venu les réseaux sociaux, Instagram, les téléphones, le mot burn-out, et on en a eu dans des voilà, je sais que mon père n'était pas du tout une personne. J'aurais jamais pensé mon père être proche d'un potentiel burn-out. Ce n'était pas dans sa philosophie, dans son schéma. Il a juste eu une rupture émotionnelle au travail, dans le sens où, mais en fait, je suis en train de perdre mon temps avec des personnes qui n'ont rien à m'apporter, qui ne me veulent peut-être pas forcément que du bien. Ça a créé un fossé, une remise en question, et c'était un peu trop tard en réalité, je remets en cause différentes choses. Et si tu es dans ce cas de figure, dans ce schéma-là, il y a un fossé entre mes projets personnels, ma vie de famille et en fait le temps que j'alloue à un travail. S'il y a un fossé ici, bien en réalité, il y a des personnes qui peuvent te vouloir du bien. Et nous, en tout cas, pour moi, la mission Herbalife, c'est d'accompagner un large public, mais en faisant ce travail en one-on-one, de t'amener là où tu souhaites aller. Et il y a une espèce de bienveillance, et c'est la création de valeur, c'est amener de la bienveillance sur le marché, de ne pas être naïf par rapport à ce qui se passe autour de nous, mais c'est vraiment de prendre conscience que le temps peut passer vite, et c'est à toi en réalité de vivre ta meilleure vie. Magnifique. Peut-être que Mathieu va nous apporter un peu plus de chiffres à tout ça. Ouais, écoute, on peut... c'est sûr que...
une personne à la fois, par l'effet cumulé, tu peux toucher du monde. Et on va parler au sens très large du terme. Le groupe de Kant, donc le réseau de distribution de Kant, dont on fait partie avec Flo, c'est 20 000 consommateurs tous les mois. 20 000 personnes qui, par la nutrition qu'on prend, par la nutrition qu'on leur propose, que ce soit interne, externe, que ce soit pour des objectifs de perte de poids, de regain d'énergie, d'accompagnement sportif, on va dire, c'est 20 000 personnes. 20 000 personnes qui, tous les mois, ont un quotidien un peu meilleur parce qu'ils ont dans leur corps les meilleurs apports. Aussi simple que ça. 20 000 personnes. Et je pense que tu seras meilleur que moi pour l'estimer. J'estime à peu près... Donc je crois qu'on a 160 clubs de nutrition, on va dire, dans le réseau. Donc des clubs de nutrition, c'est les espaces où on accueille nos clients, où on crée des communautés saines autour desquelles il y a différentes activités, que ce soit des fit clubs, on appelle ça, des breakfast clubs, des clubs de nutrition un peu plus classiques, des shake bars, des beauty corners, etc. Ça, c'est nos clubs de nutrition. 160 endroits dans lesquels, partout en francophonie de manière générale, et le plan d'expansion internationale arrive. Toutes les personnes qui font ça aussi de la maison, on a des mamans qui font ça. T'as raison, parce que j'ai omis cette partie de club online, on va dire. C'est 160 d'espaces physiques, mais beaucoup plus en ligne encore. Et ça donne du boulot j'estime à peu près, tu me diras, mais je pense qu'il y a à peu près 300 familles qui vivent pleinement de leur activité. Donc, c'est pas sous la forme classique de j'ai créé une entreprise qui donne du travail, un salaire, etc. Nous, on a cet aspect de notre réseau de distribution. On a créé 300 indépendants. Tu me diras si les chiffres sont exacts. Mais 300 familles qui, à des niveaux tous différents, bien sûr, en fonction du nombre de consommateurs qui vont servir, en fonction de la taille de leur réseau de distribution et donc du nombre de consommateurs final qu'il y a à la fin qui prend vraiment les produits à la maison, 300 familles qui vivent. Et si j'ajoute à ça des gens qui font des compléments de revenus, c'est peut-être 1000 personnes. Donc on n'est pas un employeur au sens du terme classique, mais on fournit de la valeur par les résultats qu'on amène sur le marché. Et ces chiffres, ils paraissent beaux, ils paraissent sympas, mais en fait, on est très très loin des exigences qu'on a pour nous-mêmes, des ambitions qu'on a fait évoluer au fur et à mesure. On a la place, littéralement dans les 5 prochaines années, de faire x10. On a besoin, et on n'a pas juste la place, on a besoin de faire x10. Et aussi incroyable que soit le travail qu'on fournit, on est très loin de tout ce qu'on peut faire. Et on est très loin d'être capable de le faire avec nous-mêmes. Donc c'est pas un moment de recrutement, bien au contraire, mais c'est un moment pour vous montrer que quand tu as parlé de mission, tu as parlé de projet, il faut comprendre qu'on a cette chance et que ce soit clair, on n'est pas des bénévoles, on n'est pas une association à but non lucratif. Évidemment qu'on veut vivre, évidemment qu'on vit très bien avec cette opportunité, mais on a la chance, parce qu'on a la plateforme Herbalife, d'avoir accès à un niveau supérieur, c'est-à-dire à des motivations qui sont un peu supérieures au profit uniquement. Ce par quoi je voulais terminer, mais on va écouter un peu Kant, parce que je pense qu'il y avait une chose à rajouter par rapport à ce que Mathieu a partagé. On finira aussi, je pense, par cet aspect-là. Là, je pensais justement, tu citais Jim Rohn tout à l'heure. Ouais. Jim Rohn, sa phrase fétiche, c'était We are behind. Ouais. On est en retard. On est en retard. Et en fait, je pense que aussi quelque chose que l'on aime partager, c'est que pour nous, on n'a pas de fin. Il n'y a pas de fin dans ce game. C'est pas comme les 4 ans au JO. Exact. Il y a un après. Il y a un moment où tu vieillis. Exactement. Et dans notre cas de figure, je pense qu'un trait de réussite, c'est l'adaptation. On s'adapte au marché, on s'adapte aux besoins, on grandit avec le temps. Le marché ne va pas nous rattraper dans le sens où aujourd'hui on a 35 ans, on n'aura peut-être pas les mêmes abdos à 65, mais pour autant on les aura. Mais on n'inspirera pas parce que justement on est en train de la même façon que l'on inspire aujourd'hui, mais quand bien même, en réalité, on souhaite passer de génération en génération et de continuellement grandir. Ce qui nous anime, c'est la poursuite de l'avancée humaine et de ne pas se faire rattraper par justement, on est consommateur d'intelligence artificielle, on est consommateur de tout ce qui se fait aujourd'hui, mais ce que l'on aime, c'est l'aspect humain et de continuer à faire progresser l'humain.
C'est clair. Et tu l'as bien résumé, Matt, et ça fait partie un peu de l'envie aussi de ce podcast, c'est que le marché il est grand, on a de grosses ambitions. Et moi, ce que je vois être l'un des... c'est pas un frein. L'un des obstacles devant nous, c'est la mauvaise compréhension de ce qu'on fait. C'est le peu d'informations par rapport à ce qu'il est possible de faire, parce qu'on est noyé aussi à travers plein de réseaux de gens qui montrent des choses incroyables super rapidement et qui peuvent être un petit peu de la poudre aux yeux. Nous, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se fait en équipe aussi. Et tous ces aspects-là, en fait, on a du mal des fois à les percevoir de l'extérieur. Et donc une de mes dernières questions que j'aimerais vous poser, c'est au-delà des revenus, du côté financier, qu'est-ce que cette opportunité d'avoir entrepris finalement avec Herbalife vous apporte? Quelles sont les une ou deux plus belles choses qui vous est arrivé, que ça peut être des faits, tu vois, mais ça peut être aussi un ressenti. Je sais pas lequel de vous deux veut commencer. Je vais prendre les mots de Stéphane Graziani, PDG de Herbalife et qui était un des top distributeurs de la compagnie. Il l'a dit, et c'est un truc que j'ai dit souvent, donc ça m'a marqué quand il l'a dit il y a 2 semaines à Budapest. Il a dit Herbalife, c'est le secret le mieux gardé du monde des affaires. Et tu parlais du fait que des fois on est noyé dans 1 milliard d'opportunités, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont quelque part intérêt, je ne vais pas faire la victime du tout, mais qui ont intérêt à ce que la compréhension de Herbalife soit pas aussi bonne, et parce que c'est vraiment unique. Et que ce soit clair, passe immédiatement ton chemin si ton ambition c'est de faire un truc où au moindre effort tu vas avoir un résultat extraordinaire. Je pense qu'au bout de 1h30 il est plus là le mec. Ouais, oui, déjà, mais tu sais au cas où il coupe. Mais ça c'est foutu. Mais par contre, si t'es prêt à construire, si t'es prêt à faire quelque chose sur le long terme et qu'il n'y a pas de date de fin, qu'il n'y a pas de moment fini, où l'apprentissage est continu, où le challenge est continu, où tu es prêt à te défier constamment et à toujours rester sur la meilleure version de toi-même, t'es gagnant. T'es gagnant et t'as ta place. Mais pour les expériences les plus extraordinaires, je suis obligé de citer la fois où, d'un point de vue personnel, on va dire, je vais en prendre 2, un personnel et un peu plus d'équipe, on va dire. Mais le personnel, c'est qu'avec Lisa, quand on avait démarré, avant de démarrer, Lisa, elle adore les îles, elle adore le soleil, elle aime ça. Et j'ai ce moment en tête où Herbalife nous a invités à Tahiti, et où de nous-mêmes, on a pris quelques libertés d'aller sur différentes îles, un petit paquet d'ailleurs, mais notamment Bora Bora. Et j'ai 2 moments en tête. J'ai le moment où je fais le tour de Bora Bora, donc il y a le volcan au milieu, et nous on était à l'Intercontinental sur les pilotis en face. Et je suis en jet ski et je fais le tour du volcan. J'étais tout seul, mais c'était... Je me disais, mais Matt, t'es à Bora Bora, t'es en jet ski et t'aurais jamais pu. Et dans cette idée-là aussi, quand on avait Juliette, donc notre grande, Lisa était enceinte de Zoé la deuxième, elle est enceinte de du troisième maintenant, ou de la troisième, j'en sais rien d'ailleurs, et on loue un bateau pour faire le tour de Bora Bora. Et je suis pas un mec qui pleure trop facilement, mais le gars qui nous fait le tour du bateau, il nous arrête sur un motu où il y a son oncle, un truc isolé, perdu, face à Bora Bora. Et le mec, il était en train de faire la musique, il nous avait préparé une table où il y avait à bouffer. Pamplemousse. Mais tout, mais à manger pour. Toi, t'aurais tout mangé, mais moi, j'arrivais pas. Mais. Il y avait à manger pour 25 mais pour Flo, quoi. Il y avait à manger. Je suis toujours là où la table elle est penchée. C'est bizarre, il y a tout. Mais j'ai ce moment-là, et le gars, il joue de la musique tahitienne. Et je suis avec Lisa, il y a Juliette qui est là, et là, littéralement, là, les larmes, elles ont coulé. C'était un moment extraordinaire. Est-ce que vous avez joué du coquillage quand vous partiez de l'Intercontinental? Ouais, vous étiez au Méridien, au moment où tu parles, ils te font coucou pendant genre des minutes et des minutes. Extraordinaire. Vivez ce moment-là. Extraordinaire. Allez à Bora Bora au moins une fois dans votre vie. Et le deuxième en équipe, tu vois, l'équipe c'est particulier parce que c'est aussi du quotidien. C'est que j'étais jeudi dernier à Salon de Provence et il y a Martine qui est à la retraite depuis 5 ans, qui disait j'avais qu'une seule peur à la retraite, c'était de m'ennuyer, et puis les revenus ils étaient pas suffisants. J'ai démarré mon programme, j'étais avec elle quand elle a fait son premier rendez-vous avec Amélie
D'ailleurs, je pense que le prochain podcast, vous entendrez un paquet d'histoires de personnes de l'équipe. Mais Martine, elle nous parle sur la présentation qu'on fait jeudi. Et elle dit, le mois dernier, j'ai fait 900 € de complément de retraite. Avec Herbalife. Et elle a doublé la retraite qu'elle a. Mais c'est un truc de barjo. Et c'est aussi bien une Martine que d'un autre côté, j'ai ces moments en tête où, peut-être le moment où on était à Singapour. Je pense que c'est un truc qui revient souvent quand la première fois on est allé... Ouais, c'était la première, on est allé à Singapour, ou alors en Inde quand on arrive et que à côté de moi, je suis dans le taxi avec tout le monde et puis je vois à côté un mec en scooter, mais en moto, tu sais, qui fait péter les trucs de vitesse, mais pieds nus. Combien il avait de doigts? Il n'y avait pas beaucoup de doigts de pied en plus. Mais je me dis, moi je sais comment ça fait de faire de la moto, mais ça te défonce les yèpres. L'autre il est pieds nus, il fait ça, et puis après on s'arrête, c'est tard, mais un trafic de barjots, on se dit on va aller là-bas avec plein de gens. Comment on y va? Eh ben on y va en tuk-tuk, et on met dans le tuk-tuk, on met la musique, enfin des trucs, des moments de vie exceptionnels. Et ce qu'il y a, et je pense que ça c'est un truc qui vous plaît et plus que tout, mais c'est que on n'est pas les seuls à gagner. Et c'est pas genre dans une boîte classique, le patron il gagne bien, les tops employeurs ils gagnent, les tops employés ils gagnent peut-être beaucoup, ils sont remplaçables d'ailleurs. Mais nous, tout le monde peut gagner. Et tout le monde gagne. Tout le monde gagne en fonction de son niveau d'implication. Mais c'est pour ça que, tu vois, c'est pas juste... moi j'ai eu un super voyage. J'ai fait 35 pays avec Herbalife. Si je demande à tous les gens qu'on a formés et qui sont avec nous depuis un moment et qui ont été performants, il n'y en a pas un seul qui a fait moins de 15 pays. Mais c'est un truc de fou. Des gens qui auraient jamais bougé à 200 km. Des gens qui étaient peut-être jamais allés à Paris, qui avaient vu la mer 2-3 fois quand ils étaient petits et une fois tous les 5 ans maintenant, mais c'est un truc de fou. Je me tais, sinon je vais m'emballer. Et on a dit pas la prison. Non, c'est cool parce que dans ma tête, je me posais la question, je pensais que tu allais parler de Tahiti. Ouais. Et même d'un point de vue extérieur, quand je l'avais regardé, j'avais trouvé ça beau. Et aussi, c'est ça la vraie richesse aussi de voir ces personnes, sa team, ces personnes qui te sont chères réussir. Et ça se passe dans des moments de reconnaissance où Herbalife justement c'est redonné. C'est vraiment redonné. Tout à l'heure, je pense que je voulais rebondir sur le fait d'avoir une opportunité et un secret bien gardé. Je pense qu'aujourd'hui, si on a besoin si on a besoin de plus de personnes, et c'est pas un besoin, si on a envie de faire une vraie grande différence et d'accompagner encore plus de personnes à vivre des moments comme les moments que tu viens de décrire, en famille, en équipe, de voir ce genre de success stories, ça demande d'être un bon humain, d'être une bonne personne, réellement. Et quand je dis bon humain, bonne personne, c'est de faire les choses avec conviction, de penser à bien de ce que l'on fait avec les personnes. Et j'aime être accompagné. Pourquoi j'aime quand on a ces moments ensemble et on habite dans un rayon de 50 km et c'est pas tous les jours qu'on se voit, mais dès qu'on se voit, je trouve que c'est une richesse qui est extraordinaire parce que on croque la vie à pleines dents. On s'en est donné les moyens, on s'en donne les moyens et on souhaite accompagner un maximum de personnes. Et ça suit pas nécessairement le fil que tu avais, Matt, juste avant, mais du coup je vais quand même répondre à ta question, Flo, pour poursuivre. C'est marrant, allez, on va rester sur Tahiti, tiens. Quand je rentre et c'est minuit ou 1h du matin et Attends, juste avant que tu commences sur Tahiti, parce qu'il parle de Tahiti, je vais peut-être parler de Tahiti. Ouais. Faut savoir que sur l'île de Tahiti, on a des distributeurs indépendants Herbalife et que vu les niveaux qu'on a atteints, Herbalife, la société Herbalife, nous a demandé d'aller former les distributeurs. Donc pour un voyage professionnel, pour un séminaire de quelques jours, ils nous ont payé le billet d'avion pour aller là-bas. On a pu aller avec nos chéris en business class. Et voilà, et de forcément aller voir un petit peu partout ce qui se passait, donc à Bora Bora ou sur Moorea, vous allez voir un petit peu les équipes, on va dire là-bas, et ça c'est plutôt exceptionnel. Donc peut-être que si tu débutes Herbalife et que tu réussis dans Herbalife, tu auras cette chance aussi d'aller à Tahiti pour ces raisons-là. Et c'est marrant parce que donc je suis à Bora Bora à ce moment-là. Et je rentre dans ma cahute, comment on appelle ça sur pilotis, Je peux appeler ça cahute, mais sinon bon, maison sur pilotis. Dans ta niche. Donc j'arrive dans la cahute et dans la cahute à l'intérieur t'as un espèce de hublot et tu vois, et je dis mais attends,
j'ai un requin qui est dessous, quoi. Et donc, je ressors de la cahute, je prends les petits escaliers et là, je vois une bande de requins et c'était ce genre de moment, mais quand tu entends les grands leaders et le respect qu'on a eu pour tous les leaders de Herbalife et le fait d'entendre leur parcours, leurs histoires et de savoir que ça allait être possible pour nous, quand ils te racontaient des histoires, tu disais waouh, et tu t'imaginais. Et si tu peux juste imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, à quoi pourrait ressembler ce genre d'expérience pour toi, si tu y arrives, je suis persuadé que tu peux le faire. Et de tous les voyages que l'on a pu faire, de toutes les success stories que l'on entend dans nos différents événements nationaux, je pense que pour moi, j'ai la larme qui peut tomber des fois facilement, mais c'est vrai que je suis toujours très respectueux du parcours de chacun, parce que dans chaque parcours, il y a eu une poignée de galères, j'imagine. Il y a eu quelques barrières à l'entrée, mais il y a eu une opportunité. Il y a eu des personnes qui ont été de soutien. Et il y a eu une rage d'avancer. Et derrière ça, Flo, on va te rendre la main parce que c'est le Mike, c'est toi qui as orchestré aussi ce premier podcast. Et on aura d'autres épisodes par la suite. Ta rage d'avancer, est-ce qu'elle grandit au fur et à mesure, tiens? Et ben en fait, et ça va rejoindre mon point pour répondre à ma propre question, mais on est obligé d'avoir cette rage qui continue à avancer, et c'est pas parce qu'on se sent pris dans une roue du hamster, c'est juste qu'on comprend que la vie c'est le fait d'avancer, de grandir, d'être à la recherche d'eux, et vous avez tous dans vos familles des personnes qui sont passées à la retraite et qui n'avaient pas forcément de projet après, et pour qui ça a été très difficile parce que leur routine s'arrête, ils n'ont plus trop d'envie d'avancer, de rêve, et je pense que c'est important, et du coup, pour aller vers le point que je voulais développer, c'est le fait d'être entouré. On l'entend tous, dans tous les livres que tu peux lire de développement personnel, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Et quand tu débutes dans ce business, t'as tes copains avec qui ont débuté depuis un petit peu plus longtemps que toi, qui vont te montrer un petit peu la voie, puis rapidement tu vas être mis face à des personnes qui sont là depuis encore plus longtemps, avec encore plus de succès, et ça grandit, et je me souviens en 2017, Stéphane il passe Founder Circle à ce moment-là, donc on a un ami, du coup Stéphane Graziani, qui est maintenant le PDG d'Herbalife Nutrition, qui est coté en bourse de New York au S&P 500, donc il fait partie des plus grands PDG au monde, et Stéphane lui était encore distributeur à l'époque. New York, ah oui, New York, pardon, du Nice. Et sinon les gars ils vont dire t'as vu Herbalife en fait. et Stéphane il s'inscrit au triathlon de Gérardmer, qui Herbalife sponsorise, on y va tous ensemble, on se met un petit groupe WhatsApp pour s'entraîner. Moi je suis pas du tout dans le fond, vous imaginez bien un sprinter qui va faire du triathlon, courir 10 km, nager, j'y pense même pas, vélo bon à la limite, et le fait d'être entouré de personnes qui te challenge, qui te demandent de sortir de ta zone de confort, c'est pas forcément le meilleur souvenir sportif de ma life, ce triathlon, parce que j'ai failli mourir dans le lac de Gérardmer, mais c'est quelque chose que j'aurais jamais fait tout seul. Et moi ce que je kiffe c'est ça, c'est des gens qui sont là pour ton bien, et des fois ton bien c'est pas forcément de t'écouter, c'est d'aller faire la chose que tu n'avais pas envie de faire, et de passer du moment avec eux, et d'être entouré de personnes comme Stéphane. Et l'anecdote où tu lui envoies un message, une photo à la salle de sport. On était peut-être 2 mois avant le triathlon et j'en avais marre, je m'entraînais au vélo sur le spinning, donc en salle. Et je détestais ça, la natation le matin dans l'eau froide, je détestais courir longtemps, c'est pas mon truc. Et je me retrouve à aller à la salle et aller faire un peu des haltères. Et j'envoie une photo dans la conversation, je dis allez les gars, ça y est, j'abandonne, je retourne à la salle, et je mets une photo des haltères. Et là Stéphane il me dit l'important c'est pas de look fit, c'est pas de ressembler au mec fit, c'est d'être fit. Et du coup là ça m'a mis une petite pique, et je lui ai dit allez finesse cet enfoiré, je vais aller le battre, et on y était, t'as fait premier à 20 secondes de moi, Quentin il a fini à fourré parce que tu revenais d'Australie aussi 2 jours avant, décalage horaire, le mec ça marche pas, des crampes. Ça peut pas, Stéphane bon ce qu'il faut savoir, il a 30 ans de plus que nous, donc c'est 25 ans, c'est normal qu'on lui mette aussi un petit peu la pilule, mais c'est un ancien cycliste professionnel. Et pour en revenir à quel moment on peut passer du temps comme ça avec des personnes de ce calibre-là. Et ces personnes de ce calibre-là, elles sont là pour ton bien, elles sont là pour t'aider, elles sont là pour te faire avancer. Et ça, c'est des cercles où ça coûte vous en voyez tous sur les podcasts qui vous vendent, et bien leur fait, parce que je suis sûr qu'il y a énormément de valeur à aller chercher, mais nous on n'a pas besoin forcément d'investir dans un club pour rejoindre un groupe de gens qui vont nous aider à avancer, parce qu'on l'a déjà. Par notre avancement dans Herbalife, on a été au contact de personnes qui sont là depuis plus longtemps que nous, qui ont fait des investissements de fous, qui ont des vies juste incroyables, qui ont des petits tips super sympathiques aussi, et ça c'est juste inestimable. Je pense pour moi c'est inestimable d'être au contact de ces personnes-là qui t'aident à te challenger
challenger toujours et à avancer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément vu sur Instagram ou quoi, mais faut se méfier de tous ces objets qui sont brillants. Faut justement se méfier de ce qui peut paraître un petit peu trop facile. Et pour nous, en tout cas, ce qui brille le plus, c'est les relations que l'on a derrière et ce projet extrêmement long terme qui fait que c'est la richesse ultime. Vous voulez que je clôture par un petit exemple? Je t'ai parlé de nouveauté, attention à l'objet brillant. J'ai vu le début de cette vidéo, et ça se trouve le mec dit totalement l'inverse de ce que je vais dire, mais moi je vais prendre cet exemple. Il dit, c'est pas la nouveauté qui marche. Regarde pourquoi. Donc peut-être si vous êtes sujet à toujours avoir l'œil à regarder ce qui est nouveau, il dit, regarde, le top 25 des applications sur l'iPhone, c'est le même depuis 8 ans. Il y a de temps en temps un nouveau qui arrive, mais globalement, il y a toujours Instagram, il y a toujours machin, il y a toujours Gmail, il y a toujours ci, il y a toujours ça. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que Herbalife, c'est pas nouveau, ça a 45 ans, mais au plus c'est là depuis longtemps, au plus la probabilité que ça dure est présente. Donc, mon petit exemple, que ça se trouve le mec il a dit complètement l'inverse, mais c'est comme ça que je l'ai interprété. Bref, vous avez compris qu'on pourra en avoir pour littéralement et c'est pour 12 heures. Donc c'est pour ça qu'on va se retrouver sur le prochain podcast avec des invités différents. Peut-être que ce sera Mathieu qui prendra le relais. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais en tout cas je suis très heureux d'avoir pu passer ce moment avec vous. Que vous puissiez aussi, pour toutes les personnes de l'équipe, rentrer un peu dans nos discussions qu'on peut avoir des fois quand on se retrouve pour aller faire une muscu, pour aller manger, pour aller faire de la pêche en mer. Ça aussi, ça. Sans poisson. Ouais. Et ça aussi, il y aura des anecdotes à raconter sur cette pêche en mer avec ton beau-père qui te dormait dessus. Oh putain. Et toi qui voulais te baigner un peu. Ah ouais, j'avais besoin de me baigner parce que le bateau était pas assez gros pour avoir des toilettes. Bref, c'est la fin du podcast. Peut-être qu'on coupe à ce moment-là, mais merci les gars. Merci. Merci. À très vite.